une chose assez importante dans le design, c'est d'aller s'aérer l'esprit et de voir autre chose pour revenir en étant meilleur. Aujourd'hui encore, des fois, je me ferme mon ordinateur, je vais faire un tour. Et quand je reviens, je vois le design complètement différemment. Je pense que beaucoup de monde parle dans les podcasts et tout du syndrome de l'imposteur. Je pense que je suis arrivé avec mes 0 années d'expérience professionnelle et j'arrive dans un monde où en fait il y a des gens qui ont fait 5 ans d'études de design, qui ont le même poste que moi, qui ont déjà bossé pendant 1 an et demi, 2 ans dans des belles boîtes avant. Quel est le meilleur moyen pour moi de rattraper entre guillemets ce retard? Je pense que j'avais autant de travail la semaine que le soir et les week-ends. Bienvenue dans cet épisode du podcast de Climb, Climb Club Podcast, je ne sais pas encore si ça va s'appeler comme ça. On se retrouve aujourd'hui avec Thomas Cochet qui est founding designer chez Hyperline. Dans ce podcast, vous allez apprendre pas mal de choses sur évidemment son parcours, qu'est-ce qui l'a amené à devenir aujourd'hui product designer, par quoi il est passé, les différentes boîtes dans lesquelles il a travaillé, notamment chez Shine avant d'arriver chez Hyperline, et évidemment son métier de founding designer chez Hyperline, en quoi ça consiste, quels sont un peu les challenges qu'il adresse au quotidien, et puis un peu plein de petits tips par-ci par-là pour vous permettre aussi, soit si vous avez envie de devenir product designer, soit si tout simplement l'écosystème, je pense, B2B, FinTech vous intéresse. Il y a pas mal de choses, je pense, qui vont vous intéresser dans cet épisode. Et puis, on a aussi parlé des évolutions un peu de ce métier-là, et puis un peu toutes les applications qu'il pourrait y avoir dans le futur pour être un bon product designer, voir un peu l'arrivée de l'IA, etc. Donc, je pense un épisode très enrichissant. Donc voilà, bonne écoute à tous. Du coup, pour commencer, prendre le temps d'apprendre à te connaître et que tu nous racontes un petit peu d'où tu viens en fait de manière générale. Tu vois, où est-ce que tu as grandi, même tu vois un peu la genèse de comment en fait tu t'es construit. Je pense que c'est hyper intéressant pour comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui t'a amené à ce job que tu fais. Tu vois. Yes, carrément. Moi, c'est Thomas, j'ai 27 ans et je suis le founding designer de Hyperline. Je reviendrai sur ce que c'est founding designer et ce que c'est Hyperline un petit peu après, je pense qu'on a du temps. Moi, j'habite à Paris et j'ai grandi à Cergy en banlieue parisienne. Et designer, c'est pas mon premier métier, ni celui auquel j'étais vraiment destiné. Moi, de base, j'ai fait une école de commerce après le bac. J'ai fait l'ESSEC à Cergy. Ma ville de naissance, c'était vachement pratique pour pratique en éviter termes de prendre le dessert. RER ou le bus. J'allais à l'école à pied de chez mes parents au campus, c'était très cool. Et en fait, je pense que le design, c'est plutôt venu d'une partie de moi que je voyais comme une passion ou une activité à côté. Et ça a d'ailleurs pas commencé par le design, mais ça a commencé par la photo. Okay. On en parlait un petit peu avant de commencer le podcast. Mais moi, j'ai toujours été un grand fan de photo. C'est assez marrant, je pense que c'est un truc que mon père m'a refilé, que lui-même, son père avant, lui avait filé. Et il y a un jour, j'avais un appareil photo chez mon père qui traînait. Je lui ai demandé si je pouvais l'emprunter. Il a hésité avant de me dire oui, mais au final, il me l'a prêté. C'était un Canon 5D Mark I ou 2, je pense. Okay. Donc, c'était en 2013, je pense, donc il y a 12 ans maintenant. Et en fait, j'avais un copain qui était danseur et il voulait absolument faire sa petite vidéo intro. Il faisait du hip-hop new style, donc on a trouvé un endroit, un hangar abandonné, et on a fait des photos et des vidéos. Et moi, vraiment sans grande conviction, parce que j'en avais jamais fait avant. Je pense que j'ai tout mis en mode auto et j'ai laissé tourner la caméra, essayer de faire des plans un peu jolis. Et en faisant cet exercice-là, qui était juste pour dépanner mon pote, je me suis rendu compte que c'était un truc qui me touchait vraiment, me faisait prendre énormément de plaisir. Et je me suis dit, mais pourquoi pas essayer en faire mon hobby. Je venais d'arrêter le sport que je faisais avant, qui était l'aviron. Okay. Et j'avais du temps sur les mains. Et plein de copains qui voulaient des photos parce qu'ils avaient acheté une nouvelle paire de chaussures, une nouvelle tenue. Des copines qui voulaient des photos pour leurs réseaux sociaux, pour leur book de mannequin. Du coup, je me suis vraiment pris à la photo, pris au jeu. Et pendant tout mon lycée, j'étais un peu le mec qui prenait les photos par-ci par-là. Okay, Dès que je partais en vacances, tu vois, j'avais mon appareil photo, j'allais prendre des photos des paysages, des gens, etc. Et en fait, c'est en arrivant à l'école, quand je suis arrivé à l'ESSEC, du coup, je me suis inscrit à l'asso photo et c'est là que j'ai commencé à professionnaliser un petit peu la pratique de ma passion finalement, parce que je commençais à faire des photos pour les différentes assos, puis rapidement on a commencé à m'appeler parce que la maman d'un copain, elle ouvrait une boutique de canapés dans le 17e, ou alors il y avait une soirée professionnelle avec une asso en partenariat avec une boîte du CAC 40 et il fallait faire des photos. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que là, je pouvais faire d'une passion un truc un peu professionnalisant. Okay. Et un side job, en fait, un petit taf en freelance à côté de mes études.
Et c'est là que le design est arrivé, on va dire, vraiment dans ma vie. C'est qu'en fait, pour vendre ton travail de photo, il faut un portfolio. Et comme on était en 2015, en 2016, il y avait les premiers outils no-code qui commençaient à être vraiment bien répandus. Moi, je pense que c'était Wix et Squarespace à l'époque qui se partageaient le gâteau des website builders. Et du coup, j'ai fait mon premier site sur Wix, je pense. Ok. Et Je pense que j'ai fait mes premiers sites aussi, sans doute. Alors après, avant, au début, c'est HTML, CSS, genre, et puis se rendre compte qu'après, il faut un CMS. Ouais. Mais je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Ouais. Moi, j'ai de la chance, j'ai pris la porte, la porte d'entrée assez facile qui était Wix. T'importes tes photos, tu fais un peu de web design. Et en fait, j'ai mais vraiment eu un énorme coup de cœur pour la pratique de créer ton site internet, construire un truc, assembler des blocs, avoir un rendu visuel, on va dire, cohérent, sympa, et commencer aux premières briques d'expérience. Tu vois, quand tu fais des photos, comment tu présentes ton portfolio. Je pense que j'avais fait l'approche classique qui est tu mets tes meilleures photos sur la page d'accueil en scroll. Et ensuite, quand tu cliques sur une photo, tu vas voir la collection entière avec une petite explication. J'avais fait ça et j'avais vraiment passé un moment de ouf. J'étais vraiment. La pratique m'a beaucoup plu. Et je pense que c'est ça mon premier pas dans le design créa web. Et c'est de là que j'ai commencé à vraiment développer ma passion. Et en fait, en y pensant un petit peu, je faisais déjà beaucoup on va dire, de créa sur le côté qui était plus de la création d'assets graphiques. On en a parlé quand on s'est fait le premier call pour se rencontrer. Mais en fait, moi, je me rappelle avoir récupéré une première version de Photoshop, légalement ou pas, je sais plus, mais j'ai des petits souvenirs de me débrouiller pour réussir à récupérer une version de Photoshop pour faire des visuels pour une hypothétique chaîne YouTube de Call of Duty. Ouais, on en avait parlé un carrément, petit peu ça de ce truc-là. Et ouais, j'avais 11 ans, je me rappelle, j'étais sur l'ordinateur de mes parents, j'avais réussi à récupérer une version de Photoshop et je faisais des petits visuels à droite à gauche pour essayer de trouver un logo, avoir un encadré visuel. Et je pense que je faisais littéralement du copier-coller des meilleures chaînes YouTube à l'époque. Ouais, carrément. Tu vois, les Diablo X9, tutos, Monsieur le V12. Je pense que j'avais un truc, une partie de mon écran où tu avais l'écran d'accueil de Monsieur le V12 et Photoshop à côté. Tu m'as débloqué un souvenir là. Ouais, ça date ça. Hein. Ah ouais, je vois tout à fait le truc. Ok. Ouais, et donc du coup, en fait, je pense que j'ai toujours un petit peu ce côté crafter et faire des trucs avec l'ordinateur. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, mes parents, ils avaient un ordi. Et mon père, qui est assez passionné d'informatique, il a toujours été vachement à l'écoute pour me laisser faire un peu ce que je voulais sur l'ordinateur. Et je pense que j'ai toujours commencé à crafter un petit peu comme ça, à droite, à gauche. Et en fait, tout s'est un peu concrétisé au moment de faire mon premier portfolio. Je pense que c'est quand j'avais 17 ou 18 ans, donc en 2015, je dirais. Je vois beaucoup de similarités, tu vois, c'est assez drôle parce que tu parlais de photos. Moi, la photo, je m'y suis mis il n'y a pas longtemps, comme je te disais, peut-être il y a 3-4 ans. Je me suis dit, c'est toujours un truc qui m'a intéressé de près ou de loin, mais j'avais jamais pris le temps d'apprendre la technicité, tu vois, l'ouverture, la lumière, comprendre comment ça fonctionne, etc. Et je me suis déterré, j'ai acheté un petit appareil photo et je devais partir en Thaïlande pour un voyage. Et donc, j'ai vraiment appris sur le tas. Et donc, c'était le meilleur moyen de le faire. Et donc là, vraiment, ça a débloqué un truc dans ma tête. Mais par contre, genre, mon père, il a fait de la photo toute sa vie. Je pense que peut-être son père, lui aussi, en faisait aussi. Et genre, chez moi, dans le grenier, il y avait une caisse avec des vieux appareils photo, tu vois. Et donc, c'est exactement assez similaire, tu vois. T'es allé diguer un peu dedans pour retrouver des... J'ai vu, il y avait beaucoup de trucs. Il y avait beaucoup d'argentique, naturellement, parce que, tu vois, c'était un peu ce qu'il utilisait au max. Et en fait, j'ai appris au fur et à mesure que mon père, en fait, aussi, lui, en side job, pendant ses études, il faisait de la photo et des trucs, tu vois. Donc, ça m'a permis d'apprendre un peu plus... à le connaître à ce niveau-là. Et donc, c'est assez drôle. Après, malheureusement, on avait une caisse. Cette caisse, un jour, elle s'est retrouvée dans la cave et la cave a été inondée. Bref. Aïe. Du coup, on a perdu un peu tous les appareils. Mais tu vois, ça me faisait assez sourire par rapport à ce truc-là. Et ouais, je te rejoins totalement sur la façon de découvrir un peu son appétence pour le design. C'est quelque chose qui est aussi, que j'ai aussi remarqué qui était très vrai, c'est ce côté un peu curiosité, avoir accès à avoir les ordinateurs à la maison, bien sûr, ça a joué. Et du coup, cette première expérience avec YouTube, se dire ok, waouh, trop bien, Diablo X9, il fait une animation, et t'es là en mode ouais, comment ça fonctionne. Et donc avoir la curiosité de comprendre ça fonctionne, regarder un petit tuto sur YouTube, télécharger plus ou moins facilement Cinema 4D et les logiciels Sony Vegas Pro et je sais pas quoi. Tu étais là en mode tu testes et en fait tu as un peu un goût qui se crée, t'aimes ou t'aimes pas, et en fait quand tu commences à aimer, je pense que ça t'ouvre à peut-être d'autres horizons parce qu'en fait tu commences à designer un truc sur en effet Photoshop pour avoir un asset qui va te servir dans un autre logiciel, donc t'apprends aussi un peu le montage. Exactement. Et en fait tu te dis trop cool, maintenant que j'ai fait ça, il faut que je le publie sur une chaîne YouTube, donc c'est trop sympa. Et puis après, donc, quand tu découvres YouTube, tu découvres aussi un site internet qui te permet de faire des choses.
naturellement, bah, tu te poses un peu la question de comment ils sont construits les sites, je pense aussi, Exactement, tu ouais. vois. Et après, tu vois, c'est un peu un truc qui s'enchaîne et au fur et à mesure, bah, quand en plus tu as envie de perfectionner un peu ton craft dans la vie perso et tu as des sollicitations de tes potes ou de la famille ou amis d'amis, etc., bah, c'est plein de petites expériences qui, mises bout à bout, je pense, ont créé un peu tu vois, on va dire le truc qu'on appelle un peu un talent chez les gens. En fait, c'est oui, une appétence de base, mais après, je pense que c'est un truc que c'est juste, tu vas aller diguer ta curiosité au maximum pour te dire, OK, Yes. bah, je vais aller apprendre un truc, tu vas y passer du temps, et en fait, c'est ce temps-là qui va faire que tu es un peu talentueux dans un sujet. Tu vois. Ouais, je pense que ouais, tout part de la curiosité de ah mais c'est incroyable, c'est magnifique ou c'est mystérieux, comment est-ce qu'ils ont fait pour faire ça? Et ce qui est trop bien, c'est que même en 2012-2013 sur YouTube, tu avais un tas de tutoriels pour faire tout et n'importe quoi, pour accéder au logiciel, pour faire des tâches super précises sur les logiciels. Tu vois, bah, comme tu me parles de Cinema 4D, je me rappelle, j'avais écrit Thomas, que j'avais mis sur Cinema 4D avec différents lightning, différentes textures, j'imagine un truc carbone ou aluminium brossé pour que ça rende bien. Ouais. Et moi, c'était vachement digué et je pense surtout la satisfaction de se dire, je sais pas le faire. Et 3 heures plus tard, après beaucoup de boulot, tu arrives à avoir un objet fini dont tu es Ouais. fier. Et je pense que ça m'a vraiment fait un truc en me disant, en fait, j'ai envie que mon travail dans la vie de plus tard ressemble à ça, tu vois. Penser à un truc, l'imaginer et le concrétiser et pouvoir ensuite le partager et si pourquoi pas encore mieux le faire utiliser ou faire en Ouais. sorte que les gens l'apprécient. Et c'est marrant parce que aujourd'hui, je trouve on intellectualise un petit peu le côté craft, talent, etc. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'étais juste, enfin, je voulais me dire, mais je veux faire ça, quoi. J'avais Ouais. pas trop de réflexion autour de, ah, mais si je fais ça aujourd'hui, ça va me permettre de débloquer des trucs plus tard. C'était juste, j'ai envie de faire ça et j'ai envie de m'amuser à faire ce truc. Ouais. Et petit défi perso, tu sais, ça a l'air cool, je veux y arriver et je vais le faire. Et je trouvais ça vachement innocent de ma part, mais en même temps, c'est vrai que c'est ce truc-là qui a construit un peu je dirais pas de talent, mais plutôt l'œil graphique à capter ce qui est beau et après essayer de développer de comment tu peux créer un truc qui Hmm. est lui-même beau. Ok. Yes. Et c'était quoi la place de ta formation? Parce que tu vois, tu as parlé de ton école de commerce. Ouais. La place l'importance de ta formation au moment où tu commences un peu tes études, Ouais. au moment où tu y es, et après, cool, après l'avoir fait, est-ce que c'est quoi un peu que tu en retiens? Et est-ce que c'est finalement un truc qui t'a vraiment servi aujourd'hui pour le métier que tu fais, qui est en fait assez différent, tu vois? Voilà, je suis un peu curieux de savoir ça, ouais. Yes. Bah, on va commencer par le commencement. Moi, quand je suis arrivé à l'école, c'était un nouveau monde qui s'ouvrait totalement. Parce que moi, j'ai toujours grandi à Cergy avec des gens avec qui j'étais à Cergy. Et là, il y a des nouvelles personnes qui viennent de partout, en région parisienne, en France et dans le monde, qui se retrouvent, bon, à Cergy. Ça reste le point commun. Mais du coup, bah, j'ai pu rencontrer plein de gens et enfin, ça m'a vraiment fait grandir énormément, juste les premières semaines à rencontrer des nouvelles personnes. Et après, ouais, je me suis mis à fond dans les études, et c'était des études de commerce assez classiques. Tu vois, on a appris le marketing, la finance, la compta, un peu de géopolitique, un peu de macroéconomie, etc. Et ça, je pense que ça forme un petit peu ton cerveau à comprendre les enjeux d'aujourd'hui d'un point de vue business et aussi d'un point de vue, on va dire, collaboratif, parce que l'essentiel d'une école de commerce, je sais pas si toi, tu as fait une école de commerce ou tu as fait d'autres Ouais, ouais. écoles. Voilà, c'est quand même vachement de travail collaboratif, de projets de groupe, etc. Ça m'a appris un petit peu à bosser dans ce sens-là. Mais je sentais qu'en dehors des cours, j'avais toujours envie de faire des choses en plus. Et bah, que ce soit se donner dans l'association de De photos, photos, ouais. faire la course pour devenir BDE ou même bah, faire les missions en freelance que moi j'avais à côté de l'école pour la photo. C'est vraiment ça qui m'a. Enfin, ça m'a vraiment fait comprendre que l'école c'était une chose, mais qu'il y avait ce que tu faisais à côté qui était tout aussi important, si ce n'est, je pense, pour moi, plus important parce que ça m'a permis de me découvrir et de m'épanouir. Ok. Et bah, pendant que j'étais à l'école, bah, je suis arrivé avec ces compétences un peu de craft, on peut dire, en photo, en vidéo et en créa sur l'ordi, sur Photoshop. Et du coup, ça m'a aidé à encore plus rencontrer de personnes et faire plein de petits projets à droite à gauche. Je sais qu'on avait un cours d'entrepreneuriat où il fallait, en équipe de 10 ou 15, lancer un micro-projet en 48 heures, je crois. Et du coup, je me rappelle m'être fait payer en kebab pour faire les logos de toutes les différentes équipes. Ouais, il y avait mon kebab préféré à 10 minutes de l'école, du coup, j'étais au max. C'était assez marrant. Et ouais, j'ai vraiment commencé comme ça. Et puis après, je pense, le premier vrai moment où je me suis dit, bah, j'aime bien ce que je fais à l'école, mais je pense que mon aptitude à concevoir des trucs graphiquement, ça peut devenir un vrai métier.
C'est avec mes meilleurs potes, on a monté un petit projet entrepreneurial étudiant. C'était une plateforme pour préparer les concours aux écoles de commerce. Ok. Parce qu'en fait, tu avais vraiment deux camps quand tu voulais rejoindre une école de commerce post-bac. Ouais. Donc, pas de prépa. C'était soit tu travailles tout seul chez toi à la bibli ou avec des bouquins, soit tu passes par une semaine de préparation accélérée qui était assez hors de prix. Je pense que c'était 1500 ou 2000 euros la semaine peut-être. Donc, des tarifs qui étaient pas du tout accessibles. Ouais. Et nous, on s'est dit, mais avec les outils d'aujourd'hui, et un de nos meilleurs potes était dev, il y a moyen de faire un truc sympa et beaucoup moins onéreux. Et donc, du coup, on s'est fait ce petit projet où on a monté une plateforme sur laquelle il y avait des exos que nous, on avait créés nous-mêmes. Et moi, je m'occupais de la partie marketing, donc les photos, les vidéos et la première maquette du site. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, en fait, ça me plaît énormément, mais je le voyais encore comme une passion sur le côté. Avec du recul, en fait, c'était vraiment là où je mettais le maximum de mon énergie et de mon temps de cerveau. Et donc voilà, donc les cours se sont passés. Et vraiment, super expérience. Je vais partir à Singapour, à Dublin, et je me suis vraiment fait des super copains. Je pense que mes meilleurs potes aujourd'hui, c'est les gens avec qui j'ai fait l'école, c'est ceux que je vois le plus régulièrement, etc. Et en fait, j'ai terminé mes études par une alternance. Et en fait, moi, je le voyais toujours ça comme enfin, je voyais toujours mon parcours professionnel qui était un truc assez classique, qui était, je vais rejoindre un grand groupe ou une boîte de consulting et je vais faire ma carrière là-bas. Et du coup, je suis arrivé dans une grande banque française Ok. en tant que chef de projet pour un truc de transformation digitale et cross équipe pour la banque en France. En gros, il fallait juste implémenter un logiciel de satisfaction client et s'assurer qu'il soit bien utilisé, etc. Et au bout de quelques semaines, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? En fait, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Je me sens pas du tout à l'aise dans cet environnement-là. Je me sens pas à ma place. Et du coup, j'ai fait, cette alternance-là, je me suis un peu forcé à le faire en me disant, si tu vas aimer, c'est comme ça, c'est le monde professionnel, c'est la vie, c'est ce vers quoi tu dois te diriger après une école de commerce. Et vachement de. Je me suis retrouvé à être vachement déçu de mon choix et assez malheureux au travail au quotidien. Et je pense pour un tas de raisons, parce que déjà le travail n'était pas super passionnant, c'était vachement plus politique que opérationnel. Tu vois, on faisait plutôt des présentations qu'on envoyait à d'autres équipes qui elles-mêmes après partageaient à leurs équipes en interne. On faisait du déploiement de projet. Moi, j'avais pas trop cette sensation de faire un truc réel, faire un truc palpable. Et du coup, c'était là que j'ai vraiment. Je me suis dit, je termine l'alternance parce qu'ils payaient la moitié de mes études, qui n'était pas une somme négligeable. Et après ça, j'arrête. Et je me lance, on va dire, en freelance avec mon meilleur pote qui était dans une autre banque, mais qui avait tout autant la même frustration. Ok. Et donc, une fois que ça c'est fini, j'arrête et on se lance en freelance et on essaie de faire des trucs. Du coup, plutôt photo, ou est-ce qu'à ce moment-là, c'est aussi d'autres trucs déjà? À ce moment-là, j'avais un petit peu cette compétence, on va dire, en design graphique, un petit peu en web design, et pareil, toujours en photo, vidéo. Ok. Et avec l'ensemble des logos que j'ai fait, des identités de marque, un peu de branding. Et en fait, je me suis dit, je me lance et j'apprendrai sur le tas. Un peu comme ce que j'avais fait quand j'étais au collège où j'apprenais à faire du montage vidéo. Je me suis dit, il y a forcément des tutos YouTube, et puis c'est en faisant qu'on apprend. Ouais. Et donc, à la fin de mon alternance avec mon pote, on s'est lancé à fond. Je me rappelle, le 1er janvier, tout le monde était super fier d'avoir son CDI dans le cabinet de conseil ou dans un grand groupe. Et nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant, tu vois? Vous étiez dans la même école? On était dans la même école, dans la même promo. Okay. Et on avait tous les deux ce constat de le travail dans un grand groupe, ça nous plaît pas. On a un peu l'impression d'être des petits soldats et des pions et de pas avoir beaucoup de force de décision et beaucoup d'impact. Et c'était quelque chose qui nous frustrait énormément tous les deux. Et en fait, on s'est vraiment demandé qu'est-ce qu'on peut faire après. Et puis, en parlant un petit peu, lui, il avait des copains qui avaient besoin de faire des sites internet. Moi, j'avais beaucoup de demandes pour des prestations photos, vidéo, que je pouvais pas honorer vu que c'était en semaine et qu'en semaine, j'étais au bureau. Et je me suis dit, mais en fait, il y a peut-être un truc à creuser là-dedans. Et du coup, on s'est posé en tant que. On avait appelé ça une agence digitale. En vrai, on était deux freelances, on n'avait pas de bureau, on bossait depuis chez moi ou depuis la BNF. Et on a construit un site et on a vraiment listé l'ensemble des services qu'on pensait pouvoir faire. Donc, comme je te disais, de la photo, de la vidéo, de la création de sites web, de la création de maquettes d'applications mobiles, du branding, vraiment peu importe quoi que ce soit. Et on s'est dit, on se lance là-dedans et on voit ce qui va se passer. Parce qu'on voulait juste faire des trucs et apprendre à faire des trucs. Ok, stylé.
Trop bien. Yes. Donc voilà, je pense que j'ai répondu un peu à côté de ta question sur l'école, mais je pense que Non, il non, manque carrément. une. Et donc, tu te retrouves avec donc cette agence collectif à deux. Ouais. Ça dure combien de temps? Et après, comment tu évolues et comment tu en arrives en fait à faire ton job d'aujourd'hui? Yes, bah pendant un an, du coup, c'était l'année 2020 en plus, donc on s'est pris le Covid en pleine face. Pour l'anecdote, d'ailleurs, notre premier plan, c'était de se dire, mais tous les restaurants, ils ont des sites internet qui sont assez moyens. Je suis sûr qu'avec les nouveaux outils no-code, là, c'était plutôt Webflow que Wix, on pourrait faire des templates intelligents qu'on n'aurait plus qu'à Ok, ouais. implémenter pour les restaurateurs. Et donc, du coup, on avait tout un template qui était prêt, genre en mi-février, début mars. Et là, les restaurateurs avaient d'autres soucis à se faire pour, par exemple, préserver leurs effectifs que juste d'avoir un nouveau site internet. Et du coup, on a dû vite basculer vers autre chose. Et donc, du coup, les services qu'on proposait, comme je te disais, bah, je faisais beaucoup de prestations photos. Ça va être du photo call, de la captation d'événements, des photos produits pour des Ouais. sites internet. Souvent, c'était beaucoup d'entrepreneurs qui se lançaient. Du coup, il fallait le kit classique, tu sais, avec Ouais. les portraits, les photos individuelles, etc., pour le site web, les plaquettes. Et on avait aussi des prestations de website, donc Webflow. Et puis et c'est à ce moment-là que je commence à apprendre à utiliser Figma, parce que j'ai commencé à me renseigner. Et les premières maquettes sur Photoshop, elles n'étaient pas vraiment super. C'était pas vraiment super pratique Ouais, d'utiliser carrément, Photoshop ouais. pour faire des maquettes de site web. C'était Ouais. un petit peu la méthode à l'ancienne avec les outils que moi je connaissais d'il y a assez longtemps. Donc ouais, on apprend à faire enfin, on fait des prestations de sites web où on les construit sur Figma et ensuite on les fait sur Webflow Ok. et on les livre avec je me rappelle, un joli petit kit sur comment l'utiliser et comment le modifier. Je pense qu'à l'époque, ils n'avaient pas encore le mode éditeur, donc il fallait directement rentrer dans le mode designer, donc c'était tout un truc compliqué quand tu voulais contribuer à modifier des textes ou des images sur le site. Ouais. On a fait un gros doc Notion, je me rappelle, pour expliquer comment ça marchait. Et ouais, et enfin, je pense le truc qui nous a vraiment, qui m'a vraiment donné envie à moi de faire du product design, on a dû faire une maquette d'application pour un golf qui voulait offrir une application aux membres du club de golf. Ok. Et du coup, c'est là que j'ai eu mes premières réflexions vraiment, on va dire, d'expérience utilisateur. Tu vois, on avait eu un brief qui était assez peu précis. C'était plutôt, on veut que nos utilisateurs aient une vision de l'ensemble des cours de golf, on veut qu'ils aient la météo dessus et les clubs les plus appropriés à chacun des parcours. Et du coup, c'est là que j'ai dû commencer à réfléchir, à faire comment ça marche une application mobile, comment c'est. Et j'ai vraiment digué le sujet à la fois des tutoriels Figma sur comment faire les bons composants pour que ça marche sur mobile, que ce soit responsive, découvrir un petit peu l'auto-layout. Et aussi, qu'est-ce que c'est l'expérience utilisateur, comment ça marche. Parce qu'en fait, pour faire une landing page pour un cabinet d'avocats ou un business comme ça, c'est assez simple. Tu prends ce qui est bien fait, tu le reproduis Ouais, bien et sûr. Ouais. tu t'assures que ça marche bien sur mobile. Mais dès lors qu'on rentre dans la conception d'expérience utilisateur, genre une application mobile, là, ça devient un truc qui est complètement différent. Et je me rappelle que c'est en faisant ça que je me suis dit, déjà, j'adore étudier ça, essayer de comprendre comment ça marche et voir comment tu peux juste prendre des idées et les transformer en quelque chose que quelqu'un va utiliser au quotidien pour effectuer une tâche. Et ouais, c'est à ce moment-là où moi je me suis dit, en fait, c'est ce type de métier-là que je veux faire. Et à l'époque, moi je voyais ça comme UX UI designer. Ok. Ouais. Et c'est par l'intermédiaire d'un copain que j'ai rencontré un gars qui s'appelle Paul Mayor, qui était product designer chez Swile. Et en fait, mon meilleur pote m'a dit, mais si tu as envie de faire ça et qu'en plus tu as un background business, je pense que le rôle de product designer pourrait te plaire énormément. Et du coup, c'est ce vers quoi. Enfin, je suis allé prendre un déjeuner avec Paul, du coup. J'espère qu'il va bien d'ailleurs, je sais pas, ça fait longtemps qu'on s'est pas, qu'on s'est pas tenu au courant. Mais, et du coup, il m'a expliqué son métier. Et en fait, moi, je voyais ça vraiment comme un pur métier d'exécutant UX UI designer, Ok. où en fait, on te donne un besoin très précis et bien expliqué. Et toi, tu le transformes en maquette. Et après, tu t'occupes pas du reste. Et quand Paul m'a dit que non, en fait, lui, il réfléchissait à la partie stratégique, c'est lui qui concevait même le brief de comment la feature devait être conçue. Puis ensuite, il réfléchissait à la manière dont ça doit être, qui la pensait, qui faisait du coup les maquettes, qui réfléchissait à la partie UI, et ensuite qui s'occupait de l'implémenter avec les devs, le tester pour s'assurer que ça marche bien, et enfin le délivrer à tous les utilisateurs. En fait, la chaîne de valeur, elle a été multipliée par 3 ou par 4. Ouais. Et moi, je me suis dit, mais en fait, avec le background que moi j'ai, mes appétences pour le business, parce que c'est ce que j'ai étudié pendant mes 4 ans d'école, Ouais, en fait, ça fait carrément sens d'aller explorer cette piste-là.
Et ça c'est arrivé aussi à un moment après 1 an à faire du freelance avec mon meilleur pote, où on commençait à avoir atteint un peu un plafond de connaissances que nous, on pouvait apprendre nous-mêmes avec les tutos YouTube, avec la pratique. Et moi, je me suis dit, bah, en fait, là, il faut que je passe à l'étape supérieure. Et c'est là que j'ai entendu parler de The Design Crew, que tu connais peut-être. Ils avaient déjà une formation qui était pour les profils qui étaient avancés. C'est une formation tous les samedis matins. Et ils allaient. Donc, moi, je les ai contactés et ils m'ont dit que ça tombait bien parce qu'à la rentrée de janvier, donc quelques mois plus tard, ils allaient ouvrir leur première formation bootcamp pour les profils débutants en product design. Donc, moi, j'ai fait jackpot et on s'est serré la main avec mon meilleur pote en se disant qu'on allait chacun faire nos chemins. Et je me suis inscrit à la formation en me disant, bah, si à la suite de ça, je sens que ça me plaît énormément, bah, j'y vais parce que c'est un peu la suite logique de ce que j'ai bah, à la fois appris à l'école et ensuite mis en pratique en faisant des expériences en freelance dans tous les domaines que je t'ai cités précédemment, quoi. Et donc, tu fais ta formation The Design Crew. Ouais. Et à ce moment-là, tu fais un autre job ou tu vas direct chez Hyperline? Ouais, donc j'ai fait la formation Design Crew pendant 2 mois. D'ailleurs, franchement, elle continue encore la formation. Je pense qu'ils en sont à la promo 17 ou 18. Et ouais, franchement, c'était super bien parce que c'était à la fois des connaissances qui étaient super théoriques sur qu'est-ce que c'est le design, comment ça fonctionne une équipe produit, comment tu présentes ton travail en tant que designer, comment tu crées un portfolio, comment tu passes les entretiens. Et à la fois de la pratique où on bossait sur des vrais business cases. Où en gros, bah, moi, c'était avec Lydia. Et du coup, tu avais Félix de Lydia qui vient nous voir le lundi, qui nous dit, bon les gars, nous, on a un problème sur ça, sur l'application. Et bah, en équipe de 3, il fallait qu'on le résolve. Et 2 semaines plus tard, on lui présentait la solution avec laquelle à laquelle on était arrivé. Donc vraiment, tu vois, c'était des maquettes d'applications. Là, c'était l'application mobile de Lydia où vraiment, tu vois, on passe l'ensemble du double diamant à l'époque, qui est, tu vois, la méthode de réflexion du product designer de base, où on fait des interviews, on fait de la recherche, un peu de design thinking, ensuite on fait un peu de craft, on fait plein de tests, on fait tester les maquettes, et on choisit la solution qui fait le plus de sens. Et ouais, donc à la fin de cette formation-là, je me dis, bah, je suis trop content parce que j'ai l'impression de m'épanouir à fond là-dedans, j'ai l'impression que ce métier-là est fait pour moi. Et du coup, j'ai cherché mon premier taf, et je suis arrivé chez Shine, qui est une néobanque pour les professionnels. Et c'est là-bas que j'ai commencé ma carrière de product designer, donc en septembre 2021. Okay. Et du coup, c'est assez marrant parce qu'en fait, j'arrive en décembre 2019 en me demandant un petit peu ce que j'allais faire et en me lançant un peu sans savoir où je vais avec mon meilleur pote. Et en 1 an et demi, j'ai réussi à complètement shifter ma carrière et à transformer un truc que j'aime, qui était faire des trucs design sur mon ordi, en un vrai métier pour lequel j'allais être payé, avec lequel j'allais avoir des collègues et dans lequel j'allais apprendre à m'épanouir. Okay. Donc ouais, vraiment super content d'avoir fait ce move-là parce que je me sentais vraiment super bien et c'est assez satisfaisant aussi de se dire que tu as pris un pari un peu risqué et de voir qu'il porte ses fruits seulement 1 an et demi après l'avoir fait. Okay. Donc ouais, j'étais assez content. Et Shine, à ce moment-là, il s'était déjà fait racheter par Société Générale, c'est ça? Yes, moi j'ai rejoint Shine en septembre 2021 et le rachat datait de mars 2020. Donc en gros, ça avait déjà été... ils avaient racheté l'entièreté de l'entreprise. Par contre, Shine gardait une véritable indépendance sur la manière dont elle gérait le business et la manière dont elle gérait le produit, modulo des réglementations supplémentaires parce que la Société Générale, ils ont sûrement ils avaient des normes précises à respecter. Donc ouais, du coup, moi j'arrive dans un environnement de start-up qui est déjà florissante, dans laquelle il y a déjà des centaines de milliers de clients, un produit qui fonctionne, des équipes produits qui sont déjà en place. Je pense qu'à l'époque, il y avait peut-être 50 ou 60 devs, 6 PM et 6 à 8 product designers. Et en arrivant là-bas, moi j'ai de la chance parce que j'ai été... Il y a Charles-Henri qui était du coup product designer depuis 10 ans, qui avait bossé chez Blablacar avant, qui était arrivé chez Shine un peu en même temps que moi, et qui m'a vraiment pris sous son aile pour m'apprendre et me montrer comment tu bosses en tant que product designer. Et je me rappelle, j'ai passé mes 6 premiers mois chez Shine. J'étais vraiment en spotlight sur Figma où je suivais Charlie et puis on se parlait en audio toute la journée, où il m'expliquait comment il faisait les trucs et on splittait les tasks en 2. Le soir, on faisait un petit point pour
voir comment j'avais avancé, où est-ce que j'en étais, me faire des retours en direct, me faire du feedback. Et ouais, les 6 premiers mois, ça a été extrêmement enrichissant parce que j'étais avec quelqu'un qui voulait m'apprendre le métier et me dédiait de son temps pour me faire progresser. Et je pense que ça, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que j'aurais très bien pu arriver dans une boîte où on me jette dans le bain et on me dit tiens, débrouille-toi. Alors que là, j'ai été vachement accompagné tout en étant bien sûr, en ayant beaucoup de boulot et en étant bien challengé. Et ouais, ça m'a vraiment ça m'a permis d'être quasiment opérationnel au bout de 6 mois. Et du coup, après cette formation pro express avec Charles-Henri, j'ai rejoint une squad où j'étais le seul product designer avec un PM et 4 ou 5 devs, je pense. Ok. Et à partir de Yes. quel moment tu te dis que tu as fait le tour chez Shine et tu te dis ouais, tu as besoin de voir autre chose? Est-ce que c'est une opportunité qui vient à toi ou est-ce que c'est toi qui as la volonté de tu vas changer un peu? Je trouve ça intéressant aussi d'un point de vue, tu vois, pour les gens qui se posent des questions aussi sur comment tu changes de job, c'est quoi, à quel moment tu te poses des bonnes questions, etc. Tu vois. Ouais. Alors, moi, chez Shine, il y a un truc qu'ils ont mis en place, c'était que tu avais un jour de freelance par mois que l'entreprise t'offrait pour œuvre caritative. Voilà, œuvre caritative, ou même aller bosser. Freelance. Voilà, aller bosser pour une boîte. En gros, tu avais un jour par mois qui était payé où tu faisais ce que tu voulais. Moi, j'adore l'approche parce qu'en fait, chez Shine, c'est une banque en ligne pour les indépendants. Donc, il y a je comprends l'aspect logiciel un peu, peut-être même maintenant un peu compta aussi, tu vois, tu fais factures et d'autres trucs. Quoi. Exactement, ouais. Donc du coup, c'est un logiciel qui est utilisé par les indépendants lorsqu'ils font des missions de freelance et qu'ils gèrent leur business. Et du coup, je trouve ça ultra pertinent pour les employés de Shine de pouvoir se mettre à la place de ces personnes-là en étant soi-même un indépendant. Marque employeur pour le coup, ouais. Okay. Marque employeur de ouf, et puis vachement respecté, vachement bien organisé, et puis en plus super utile pour se mettre dans une position empathique par rapport aux gens avec qui tu discutes et pour qui tu conçois le produit. Okay, parce que chez Shine, en fait, tout le monde faisait soit il y avait un side business, il y avait une fille qui faisait, je me rappelle, de la poterie et des céramiques, d'autres qui avaient leurs assos et d'autres qui faisaient du freelance, que ce soit dans leur métier ou dans des métiers adjacents. Et moi, du coup, j'ai fait beaucoup de freelance, donc grâce à ce jour par mois, mais aussi le week-end et le soir. Parce qu'en fait, je pense que moi, je suis arrivé, tu vois, je pense que beaucoup de monde parle dans les podcasts et tout du syndrome de l'imposteur. Moi, je pense que je suis arrivé. On a parlé ce matin. Avec voilà. Moi, tu vois, je pense que je suis arrivé avec mes 0 années d'expérience professionnelle et aucun diplôme de design en poche. Formation, quoi. Voilà, mis à part les 2 mois de formation de design crew. Et j'arrive dans un monde où en fait il y a des gens qui ont fait 5 ans d'études de design, qui ont le même poste que moi, qui ont déjà bossé pendant 1 an et demi, 2 ans dans des belles boîtes avant. Donc moi je me suis dit quel est le meilleur moyen pour moi de rattraper entre guillemets ce retard. Et du coup je me suis dit je vais mettre le all-in sur le freelance. Et en fait de par l'expérience que j'avais eue avant avec mon meilleur pote, on avait monté notre agence. Ouais. On avait toujours des clients qui nous contactaient. Et donc, du coup, moi, j'ai gardé ce point de contact-là pour continuer à faire des missions en freelance, mais en les orientant plus vers du design produit et du design d'expérience utilisateur. Okay. Et du coup, je pense que chez Shine, j'avais autant de travail la semaine que le soir et les week-ends où je faisais du freelance pour essayer de monter un maximum en compétences sur l'ensemble du spectre du product design. Ouais. Donc, et tu as vu ce que je trouve, c'est une approche, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu vois, c'était d'un point de vue vraiment aussi organisationnel. Donc l'entreprise mettait à disposition ça, et donc ça avait vachement de sens par rapport à la vision de la boîte, le produit que vous vendiez, etc. En effet, mettre chacun des collaborateurs dans la peau potentielle de ses clients, c'est hyper pertinent. Donc tu vois, c'est un bon move même d'un point de vue marketing. Donc c'est hyper intéressant. Et à la fois, je trouve que c'est aussi bénéfique parce que peu importe le contexte, même si l'entreprise dans laquelle on travaille, elle n'a pas forcément une vocation à travailler avec des freelances, peu importe, à faire un produit pour les freelances ou les indépendants, c'est je perds mon fil, 1, 2, 3, c'est en fait que tu te retrouves à travailler sur des missions qui sont différentes, peut-être d'industries différentes, sur des sujets qui sont différents, même si tu gardes ta verticale, par exemple product design, tu vas peut-être voir plein de cas d'usage différents. Et en fait, ça, je trouve, ça sert aussi ton activité principale. Et moi, je l'ai vu, tu vois, énormément aussi en faisant exactement ce truc-là.
Donc moi, plutôt vraiment soir et week-end, pas un jour dédié dans la semaine ou dans le mois. Chez Spendesk, c'est ça? Bah, je l'ai fait en fait un peu tout au long de ma carrière, tu vois, vraiment d'être freelance en vendant mon premier site à 18 ans et en continuant en parallèle du CDI. À chaque fois, quand je rentrais dans un CDI, je me mettais vraiment d'accord avec l'employeur pour dire hey, je fais du freelance, pour info. Donc, je vais évidemment pas, je travaille chez Spendesk, je vais pas faire aller chez la concurrence pour faire du freelance. Mais à part ça, je dis bah voilà, ça m'arrive de faire un site pour, je sais pas, une boîte dans les RH. Et donc, ça n'avait rien à voir avec Spendesk et ça marchait. Mais je voyais surtout que ça m'apportait énormément d'un point de vue déjà expertise. Parce qu'en fait, quand tu es dans une seule boîte à faire ton métier tous les jours, tu manques un peu de recul sur ce que tu fais. Et au final, quand tu vois tous ces use cases que tu as l'occasion de faire en freelance, tu peux aussi appliquer énormément de choses, tu vois, que tu peux tirer même d'une autre industrie, d'un autre use case et de l'appliquer à ton métier au quotidien. Et donc, ça, je trouve, ça apporte énormément aussi de valeur à ton CDI, tu vois, que tu as de base. Je suis absolument aligné avec toi et c'est vraiment une des choses que j'ai remarqué quand je faisais ces missions en freelance là le soir et le week-end, c'est que j'arrivais le lundi matin chez Shine et j'avais énormément d'idées sur des choses que j'avais pu voir en faisant des benchmarks que j'aurais pas fait habituellement, en ayant conçu des trucs que j'avais pas forcément, enfin qui étaient complètement différents d'une expérience de banking ou de création de factures, comptabilité. Et ouais, je suis d'accord, ça t'apporte en fait une ouverture d'esprit. Et je pense qu'il y a un concept qui est assez important, enfin, une chose assez importante dans le design, c'est d'aller s'aérer l'esprit et de voir autre chose pour revenir en Ouais. étant meilleur. Tu vois, je pense que sur Figma, aujourd'hui encore, des fois, je me ferme mon ordinateur, je vais voir autre chose, j'ai un livre avec plein de logos dedans, je regarde ça, ou juste je vais faire un tour. Et quand je reviens, je vois le design complètement différemment. Je pense que ça marche vachement dans une vision très court-termiste, dans la demi-heure, tu changes de choses et tu reviens. Mais ça va aussi aller voir d'autres choses et 3-4 jours après avoir une vision complètement différente de ce que tu avais conçu il y a 3-4 jours. Parce qu'effectivement, tu peux très vite tomber dans des mécanismes automatiques où en fait, dès lors que tu vas faire une feature, tu vas utiliser ce pattern-là que tu connais très bien et c'est pas forcément le meilleur. Par contre, c'est celui qui est dans le design system, qui est facile à faire. Et du coup, tu vas potentiellement reproduire des designs qui se ressemblent tous ou faire enfin, avoir une expérience qui n'est pas forcément optimale parce que tu ne seras pas allé voir ailleurs. Et je suis d'accord avec toi, ça fait vachement de. Ça t'apporte l'ouverture d'esprit et la fraîcheur de tester des trucs différents. Et je me rappelle quand je bossais chez Shine, moi j'étais sur. Du coup, je me dis, le message, c'est aller voir ailleurs. Mais bon, du coup. Ouais, non, bien sûr, c'était dans le. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur message à partager Oui, je vois ce que tu veux à dire. l'audience, mais ouais, ça fait. Je pense qu'en tout cas, en tant que designer, c'est super important de faire d'autres choses. Et ce soit du freelance ou juste des projets perso. Je sais qu'en fait, tous les designers, ils ont un petit projet perso, Mais bien sûr, une app c'est évident. sur laquelle ils réfléchissent, ou C'est alors évident. cette animation super stylée sur la landing page de leur portfolio. Je pense que c'est super important de le faire parce que ça te permet de garder un esprit frais Ouais, c'est clair. en permanence. De toute façon, après, c'est aussi l'entreprise, c'est une question de confiance. Après, Yes, tu complètement. vois, et puis en fait, si tu donnes le juste niveau de confiance à tes collaborateurs pour leur permettre de s'épanouir aussi autrement qu'à travers juste le prisme de l'entreprise, je pense qu'ils te le donnent 100 fois en retour. Si la conséquence, c'est qu'en effet, il y a un collaborateur qui se révèle dans une autre activité, peu importe, tu vois, son métier A, c'est quelque chose, et puis B, il va faire de la photo, et ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait, mais qu'en fait, il va en faire son activité principale. Tu perds une ressource pour notre entreprise, mais en fait, tu vois, certes, la personne, elle va s'épanouir vraiment dans ce qu'elle fait. Et je pense elle te le rendra sans doute 10 fois à travers 1000 autres moyens qui sont de recommander la boîte à ses proches, à des potentiels futurs employés qui cherchent des infos et plein d'autres trucs, tu vois. Je suis d'accord, tu vois, moi, l'image que je garde de Shine aujourd'hui, déjà, j'ai un affect particulier parce qu'ils m'ont fait confiance en tant que junior et puis ils m'ont laissé aussi aller m'épanouir en faisant d'autres choses à côté. C'est une boîte qui prend soin de ses employés et moi que j'ai envie de te recommander, tu vois. Ouais. Quand aujourd'hui, moi, je fais un petit peu de mentorat pour The Design Crew, quand on me demande des boîtes cool où tu peux postuler, je recommande toujours Shine parce que il y a une espèce de bienveillance de vouloir faire grandir l'autre et faire en sorte que la personne s'épanouisse. Tu vois, il y a quelqu'un dans la boîte qui s'appelle Antoine, je sais plus quel était son poste avant, mais il était très engagé écologiquement. Du coup, c'est devenu le responsable RSE, écologie, alors que je pense que son parcours scolaire n'était pas forcément lié à ça, ou il n'avait pas fait un master en écologie ou un domaine Je dans sais le pas genre. si ça existe. Ouais, je sais, je pense que ça existe quand Sans même. doute, ouais. Mais ouais, du coup, et on l'a laissé prendre ce poste-là, et je pense que c'est un exemple parmi tant d'autres. Et ouais, une boîte qui laisse ses employés s'épanouir, quitte à changer de fiche de poste, je trouve ça vraiment, Carrément. vraiment puissant. Et par rapport à ce que tu disais sur l'ouverture d'esprit que t'apporte le fait de faire des activités extérieures, juste aller voir autre chose, bosser sur d'autres sujets. Je me rappelle très bien un moment, c'était en 2021, donc c'était à l'époque où
le Web3 était à son apogée, on va dire. Et j'avais bossé pour une boîte pour faire une micro-plateforme de staking. Donc du coup, c'est en crypto, en quelques mots, c'est plus tu ajoutes des crypto-monnaies régulièrement ou tu les conserves sur un portefeuille, plus tu récupères des intérêts. Et j'avais dû faire du coup pour ça une page de transaction. Et ça m'avait complètement éclairé sur un sujet sur lequel je bossais actuellement chez Shine, qui était les filtres sur la page de transaction sur le web. Okay. Et en fait, en bossant à côté sur un sujet complètement annexe, j'avais réussi à débloquer le truc et à réussir à sortir un design bien fait et bien pensé que j'aurais pas pensé autrement parce que j'avais besoin d'aller voir autre chose pour l'appliquer à ce que je faisais au quotidien. Et ouais, je trouve ça vachement puissant et ça m'a fait énormément grandir en peu de temps et prendre en expérience, prendre en galon. Et je pense qu'il y a un truc à pas négliger avec le freelance aussi, et je pense que toutes les personnes qui en ont fait le savent, c'est tout l'aspect professionnalisant. Parce qu'au-delà de ton travail, tu dois vendre ton travail et être le chef de projet de ton propre projet. C'est toi qui vas aller chercher la mission, qui va définir les termes, définir la roadmap, te tenir à la roadmap, faire l'exécution, faire le rendu final et aller te faire payer après. Ouais. Et je trouve ça, c'est un truc qui est vraiment, je pense, ça fait grandir énormément, prendre en maturité. Et je pense que toi, en tant que patron d'une agence, c'est une partie de ton travail et je pense que tu te rends compte à quel point c'est la partie clé. En fait, c'est bien faire un travail, c'est cool, mais savoir bien le vendre, je pense que c'est encore plus important pour décrocher les bonnes missions avec les bons clients et le faire dans les bonnes conditions, je dirais. Donc, tu étais chez Shine et à un moment donné, du coup, il y a l'opportunité Hyperlink qui arrive. Ouais. Comment ça s'est passé ? Alors moi j'étais vachement bien chez Shine et j'ai mon meilleur pote qui bosse en VC qui me dit mec, j'ai vu passer un gars, il vient de closer sa levée de fonds, malheureusement on n'a pas réussi à l'avoir, mais il est super brillant, il faut que tu le rencontres. Et en plus il nous a dit quand on a parlé qu'il cherchait un product designer. Du coup moi première chose que je fais, c'est que je lui envoie un message sur LinkedIn, salut Lucas, on m'a dit que tu cherchais un product designer, viens on discute. Le lendemain, on s'appelle. Curiosité, quoi. Voilà, vraiment pure curiosité. Et en fait, moi, de base, je me suis dit, si il vient de lever des fonds et qu'il cherche un product designer, c'est qu'il a forcément de quoi s'en payer un. Et du coup, je vais lui vendre mes prestations en freelance. Okay. Quelque chose que je faisais tout le long de mon parcours chez Shine, comme je te disais. Donc, du coup, on s'appelle avec Lucas. Et honnêtement, quand il m'explique ce qu'il fait, qui est du coup un outil de billing, je comprends pas tellement. J'ai un petit peu du mal à expliquer ce que c'est. Par contre, ça a l'air assez excitant parce que c'est nouveau, c'est révolutionnaire et ça règle un vrai problème opérationnel qui est difficile qui embête beaucoup d'opérateurs dans les startups. Okay. Donc je dis let's go, week-end prochain, on bosse ensemble. Donc on a fait un samedi-dimanche tous les deux où je l'ai aidé en tant que freelance à bosser sur un flow de l'application. Okay. En gros, lui, pour contexte, là, on était en novembre 2022. Lucas, il venait de lever des fonds avec Index Ventures. Je pense qu'il a clôturé il a clôturé sa levée de fonds en octobre. Et du coup, il cherchait à faire un premier prototype fonctionnel pour aller pour aller closer les premiers clients. Okay. Donc du coup, on bosse ensemble sur cette fonctionnalité-là pendant un week-end. Et à la fin de ce week-end-là, en fait, je vois comment on bosse tous les deux et comment, entre le samedi matin et le dimanche soir, on arrive à avoir un truc qui est radicalement différent. On passe de rien à tout. C'est envoyé en prod 3-4 jours plus tard. Et Lucas me contacte et me dit ça s'est bien passé, moi j'aimerais bien continuer à bosser avec toi. Est-ce que ça te dirait de me rejoindre à plein temps ? Et au début, j'hésite un petit peu parce que je voyais pas encore je me voyais pas encore partir de chez Shine. Et en fait, plus j'y réfléchissais, plus je me rendais compte que l'opportunité, elle était assez ouf de rejoindre une aventure où en fait, il y avait juste Lucas, moi et deux développeurs en freelance, de me dire en fait je peux construire un produit dans son entièreté, poser les premières briques et continuer à bosser dessus, faire en sorte que ça se développe. Donc j'ai cette opportunité là et plus j'y pense, plus en fait ça fait sens. Par contre, il y a un point, c'est que moi je suis assez junior et j'ai jamais fait ces premières actions là qui sont construire un design system de zéro pour un truc qui va être fonctionnel et qu'on va devoir continuer à améliorer. Pareil, penser des features. Moi, chez Shine, je bossais avec un PM avec qui on réfléchissait un petit peu sur les features, mais globalement, on me donnait tout sur un plateau et c'était à moi d'aller le designer. Là, il allait vraiment falloir penser à tout et ça faisait un petit peu peur. Mais je me suis dit, en fait, c'est maintenant ou jamais. L'opportunité, elle est ouf. Ce mec, il a l'air brillant. Et puis... voilà, let's go. Je me suis un petit peu jeté dans l'inconnu.
Je me rappelle, j'ai posé ma démission, je suis parti le 31 décembre. J'ai fait un mois de vacances au Japon pour en profiter. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de moments dans ta vie où tu es entre deux jobs et tu as un peu de temps. Donc, je suis parti au Japon et je suis arrivé début février avec la boule au ventre un petit peu parce que je ne savais pas du tout ce qui allait se passer ou donc si j'allais réussir à gérer. 2023 C'était en 2023, ouais. Donc ça fait déjà 2 ans. Là, ça fait 2 ans tout pile que je suis arrivé chez Hyperline, ouais. Okay. Donc ouais, vraiment juste une opportunité qui est arrivée vers moi que j'ai regardé pour faire du freelance au début et en fait gros coup de cœur et je me suis dit ça vaut le coup, let's go. Okay. Et ouais, assez marrant parce que tout ça s'est fait en 10 jours quoi. Vraiment, entre le moment où je découvre Hyperline qui s'appelait Metterly à l'époque parce qu'on n'avait pas encore de nom. Okay. Et le moment où j'ai dit oui à Lucas, il y a vraiment eu 10 jours et je pense que c'était super intense parce que il y a 30 000 choses qui ont tourné dans ma tête. Ouais. Et il suffit d'une rencontre, hein. C'est comme ça. C'est exactement ça. Franchement, ouais, je suis super content que Nelson ait pris mon meilleur pote, ait pris le temps de me dire j'ai vu passer cette boîte-là. Je sais que tu recherches pas de taf, mais qui sait, ça pourrait être cool. Ouais. Et franchement, super. Okay. Donc aujourd'hui, tu es founding designer. Yes. Comment tu définis ton rôle chez Hyperline? Founding designer, c'est marrant parce que c'est un rôle qui est pas très répandu dans l'écosystème français. Je pense que c'est plus un titre que tu retrouves aux US. Et moi, de base, moi, je me présentais comme product designer et j'ai rencontré Adrien Griveaux de Linear, qui est du coup lui, le founding designer de chez Linear. Parce que du coup, c'est des Français, Linear? Linear, c'est des Américains. Mais en fait, Adrien, il bossait aux US pour une startup qui s'appelle Jour. Et après, il s'est fait racheter par Microsoft. Et ensuite, il a rejoint Linear. Mais en fait, eux, ils sont remote. Du coup, il y en a qui sont en France. Je crois qu'Adrien, là, il est au Portugal. Ils sont à travers la planète, quoi. Et du coup, j'ai rencontré Adrien qui, lui, se présentait comme founding designer. Et on a des investisseurs en commun, Linear et Hyperline. Du coup, j'ai réussi à avoir une intro avec lui pour qu'il m'aide un peu à poser les premières briques du design system pour faire des bons choix UI dès le début. Et en fait, quand il me racontait un peu son métier et ce qu'il faisait au quotidien, ça résonnait vachement avec ce que moi je faisais. Du coup, j'ai vraiment changé mon poste founding designer sur Hyperline, sur LinkedIn. Mais globalement, un founding designer, c'est, je pense, un profil qui est super polyvalent, qui est de base un product designer, mais qui touche à l'ensemble de la chaîne de valeur du produit et du design en général dans une entreprise. Donc moi, en gros, j'ai, je pense, plusieurs casquettes. La première, c'est celle du product designer qui va travailler, on va dire, en full autonomie. Parce que chez Hyperline, aujourd'hui, il n'y a pas de CPO et il n'y a pas de PM. En gros, les décisions produits, elles sont prises conjointement avec Lucas, le CEO, Clem, le CTO, et moi, du coup, qui suis le founding designer / product designer dans ce cas-là. Et du coup, on a une vision du produit qu'on a envie de construire et on a des demandes clients. Et tous les trois, on réfléchit un petit peu à comment est-ce qu'on va réussir à concrétiser tout ça en des features produits tangibles. Et moi, donc, du coup, je pars avec une idée qui est, par exemple, on va permettre de payer les factures en plusieurs fois. Et ça va être à moi de réfléchir à la meilleure manière dont on va appréhender ce sujet-là côté produit, faire les designs et ensuite faire le handover au dev et m'assurer que c'est correctement implémenté avant de le release à l'ensemble de nos utilisateurs. Ça, c'est ma casquette product designer qui va un peu plus en amont qu'un product designer classique qui évolue dans une squad avec des PM et un CPO, parce que du coup, on a une grosse partie décision stratégique produit à prendre. Je pense que la deuxième casquette, c'est celle de brand designer, parce qu'aujourd'hui, chez Hyperline, on est une quinzaine, et il n'y a que moi qui suis aujourd'hui sur la partie, qui est un craft en tant que designer. Du coup, aujourd'hui, quand on doit faire tout ce qui va être des assets visuels, le website, et travailler sur notre identité de marque, c'est moi qui vais prendre le sujet en main. En gros, je suis un peu aussi le responsable de la marque Hyperline. C'est moi qui dois m'assurer que les assets ils sont cohérents, que les présentations que nos sales envoient, elles sont bien léchées, que tout ce qu'on publie sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux, c'est bien fait, que le site tient en place et fonctionne bien. Bien sûr, on bosse avec des prestataires. Pour le site internet, c'est WeFlow qui s'occupe de l'implème. Et on a bossé avec des agences de branding pour nous aider à concevoir les premières briques de l'identité de marque. Mais c'est moi qui suis un peu le gardien de tout ça au quotidien. Et je dirais même que chez Hyperline, comme on n'a pas de PM ni de CPO, comme je te disais, on a j'ai pris aussi la casquette de, on va dire, référent produit au sens large, où en fait, comme c'est moi qui ai conçu l'ensemble des features,
et qui les ai testés à fond, c'est moi qui les connais le mieux. Et donc, du coup, très régulièrement, quand il y a des questions produits, que ce soit de la team sales, de nos clients au support, c'est moi qui vais venir donner la réponse finale de comment cette feature-là doit marcher et qu'est-ce qui ne va pas si ce n'est pas le cas. Ok. Donc, c'est un poste qui est assez polyvalent. Et je pense que la capacité que ça demande, c'est d'être capable de vachement changer de contexte assez rapidement et plusieurs fois dans une journée. Et surtout de savoir gérer et jongler avec plusieurs sujets en même temps. Et donc, du coup, savoir bien les prioriser pour se dire, en fait, ça, c'est urgent. Là, il y a des devs qui bossent dessus actuellement, il faut que ce soit terminé. Ou alors, ça, on a un peu plus le temps On a un peu plus de temps. Par contre, il faut y penser régulièrement parce que c'est une grosse feature. Donc, c'est vraiment être un très bon jongleur, je dirais. Okay. Je trouve que la brand Hyperline, elle est super cool. Merci beaucoup. Vous avez réussi vraiment à créer un truc très bien. Tu vois, tu arrives même à vouloir porter une casquette. Tu vois, donc un peu, moi, avec Climb, c'est pareil. Aujourd'hui, je suis pas en Climb, mais j'ai pas mal de goodies aussi. Et donc, il y a un peu ce truc-là, je trouve qui est hyper important dans les entreprises et que toutes les boîtes, en fait, font de la brand qu'elles le veuillent ou non, par définition. Et Carrément. donc, comment vous, en tout cas, c'est quoi votre vision de la brand pour votre entreprise ? C'est une super bonne question et je pense que juste avant ça, j'aimerais expliquer ce que c'est Hyperline. Parce que c'est assez important pour comprendre dans quel univers de marque on évolue. Hyperline, c'est un outil qui te permet de gérer ta facturation récurrente en tant qu'entreprise. Donc sur Hyperline, tu peux connecter ta base de données produits, faire des devis, générer des factures, envoyer les données à ton logiciel comptable, faire des analytics sur l'ensemble de tes données financières et de factures. Et c'est assez marrant parce que du coup, on a fait 2 itérations à date sur la marque. Ouais. La toute première, en fait, c'était quand on s'est lancé. On est, je pense, parti un peu tous azimuts. On s'est dit, nous, on veut un produit Hyperline. On veut que ça aille vite, que ce soit coloré, qu'il y ait du dark. Il y avait plein de lignes sur le site et tout. C'est ça, voilà. C'était une identité de marque qui était super forte avec des polices très carrées, des gros blocs de couleurs. On avait une fonte mono qui faisait très tech, une fonte pour les titres qui était au contraire assez criarde. Et on était assez fiers. Par contre, on s'est rendu compte que par rapport à notre ICP, c'était beaucoup trop éloigné de ce qu'ils recherchaient. Et en fait, quand ils arrivaient sur le site Hyperline, ils pensaient à un site de billing ultra techy, alors qu'en fait, la proposition de valeur que nous, on offre, c'est de pouvoir connecter l'ensemble de tes outils à Hyperline en une demi-journée et d'avoir ton billing qui tourne sans avoir à écrire une ligne de code. Okay. Et en fait, ça correspondait pas du tout avec ce que... C'est plus la simplicité plutôt que la complexité, en fait. Voilà, c'est ça. Et je pense que par association, une identité un petit peu techy, tu as l'impression que le produit va être lui aussi super techy, ouais, du coup, sûr. difficile à prendre en main pour des mains non expertes. Alors qu'en fait, c'était pas le cas. Nous, on réfléchissait à une expérience utilisateur où toi, en tant que RevOps ou CFO, tu puisses configurer l'ensemble de ton catalogue produit, connecter tout avec les intégrations natives et envoyer tes premières factures sans avoir eu à écrire une ligne de code avec une interface simple. Tu parlais de Glorified UI, comment tu le définis ça ? La Glorified UI, c'est marrant, c'est un terme que j'ai appris il n'y a pas longtemps, parce que moi j'appelais ça des screens produits, juste des screens produits. Voilà, des produits. En fait, la Glorified UI, c'est prendre une interface utilisateur qui existe vraiment dans ton produit et en fait la simplifier pour la rendre compréhensible en une vue d'œil ou combiner différentes parties. Prendre que certaines parties, mettre en zoom des trucs. C'est ça, voilà. Toujours faire comprendre que c'est quand même le produit. Voilà, ça c'est en fait, tu prends ton produit, tu en extirpes les parties les plus importantes pour par exemple présenter une feature. Et après, tu vas les traiter de manière graphique un peu sympa avec de la profondeur, des gradients ou quoi. Donc, tu prends ton produit et tu le glorifies, entre guillemets, pour mieux expliquer ce qu'il fait. Et du coup, on est vachement friand de ça. Et à l'intérieur, tu peux mettre du skeleton design quand même, ou c'est vraiment quand même un truc très détaillé malgré tout ? Ça c'est, on va dire, c'est à moitié skeleton, à moitié détaillé. On garde les titres et les informations les plus importantes. Tu vois, par exemple, quand on va parler d'un flow de paiement, on va garder, tu vois, un logo d'une marque de carte bancaire avec des faux numéros de carte et un titre écrit paiement. Par contre, pour d'autres informations un peu plus secondaires, on va mettre effectivement du skeleton. Toi, naturellement, même si tu as des compétences en tech, tu vas pas aller voir ton CTO et dire demain, voilà, on va en Flutter et pas en React. Tu vois, j'en sais rien, tu vois. Parce que, non, tu vois, t'as pas l'expertise technique poussée. Et donc, tu vois, d'une certaine façon, certaines fonctions, elles sont plus à même d'être challengées par un peu tous. Donc, comment toi, tu jongles avec ça et comment tu aussi
fait avancer les sujets et prend des décisions en prenant en compte malgré tout les avis un peu de plusieurs personnes. Yes. Ce qui est assez cool avec Hyperline, c'est que pour les grandes décisions de brand, donc en gros tous les rebrandings qu'on a fait, on a toujours été accompagné par des agences qui, elles, se posaient en tant que autorité tierce, qui pouvaient nous aider à défendre l'objectif du subjectif. Et je pense que c'est cette... donc on travaille avec des agences comme Climb, par exemple. Comme Climb, effectivement, ouais. Quand on met à jour notre identité de marque ou qu'on la conçoit pour la première fois avec une agence, en fait, c'est eux qui s'occupent de rassembler l'ensemble des feedbacks et de nous aider à dire, on prend leur avis en compte pour nous aider à dire ce qui est bien et ce qui est pas bien. Comme ça, il y a un peu, on va dire, une personne tierce neutre qui nous aide à prendre des décisions éclairées. Et après, là où par contre il faut que ça intervienne, ça va être plutôt dans les décisions du quotidien, entre guillemets. Tu vois, typiquement, comment est-ce qu'on choisit le visuel qu'on va mettre sur la homepage. Et là, c'est effectivement assez intéressant. Il faut vraiment distinguer l'objectif du subjectif. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, pour le visuel du héros, ça va être, on va définir des objectifs. Qu'est-ce qu'on a envie de montrer? Donc ça va être une première partie qui va être intouchable, on va dire. Et ensuite, ça va être plutôt dans les détails, donc ce qui va être le subjectif. Ça va être, je pense, l'intensité de l'ombre, ça va être la border qu'on va mettre, est-ce qu'on met un gradient, quelle couleur de background on met. Où là, en fait, moi, je me force à être ouvert à la discussion et à tester un maximum d'idées possibles qu'on me présente. Souvent, les personnes qui vont être le plus sensibles à ça, ça va être Lucas, le CEO, parce que ça reste son bébé et qu'il a envie d'avoir... de donner son avis sur tous les points. Victoria, qui bosse avec nous aussi sur une énorme partie... sur... une grande partie des sujets, et Clément, le CTO. Et donc, tu vois, quand il y a 4 ou 5 personnes qui donnent leurs avis, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je prends en compte tous les avis, je fais des tests, et ensuite, je leur montre les résultats finaux, et on essaie de choisir. Et en fait, ce qui est cool, c'est que c'est moi qui fais la partie craft, donc c'est moi qui prends l'idée et l'interprète à ma manière, selon mes standards, pour ensuite voir comment ça va mieux rendre. Et c'est ça qui permet de différencier shadow, pas shadow, background rose, background bleu. Et du coup, c'est vraiment en testant et en prenant des feedbacks en continu pour arriver à une version finale. Et je pense que un très bon exemple de ça, ça va être le visuel qu'on a utilisé pour notre levée de fonds, qu'on avait assez bien travaillé avec l'équipe. Où en gros, moi, je pense que j'ai un fichier Figma avec 200 différentes déclinaisons, avec différentes couleurs, différentes textures, différents wordings. Et en gros, on fait en mode entonnoir. On réduit au fur et à mesure les différentes propositions. Et à la fin, tout ce qui reste, c'est des trucs mineurs. Tu vois, est-ce qu'on écrit en majuscule ou en minuscule, ce genre de décision-là. Donc, c'est... Ouais. Et donc, il y a plusieurs personnes. Toi, tu agrèges le feedback. Yes. Tu parles quand même d'objectivité. Est-ce que pour moi, il y a souvent un sujet dont on me parle quand on fait un website, etc. Il y a des clients aussi qui me disent « Ouais, nous, on a envie aussi de montrer cette nouvelle version à nos clients pour aussi avoir leurs avis. » Est-ce que toi aussi, c'est un truc que vous avez dans votre process de research global, d'intégrer les clients? Donc, peut-être pas sur la partie website, mais peut-être évidemment sur la partie product. Et donc, la question sous-jacente à ça, après, derrière, c'est quoi ton process de research? Comment tu l'abordes, toi? Ce que je peux te dire, c'est que sur la partie brand, on n'implique pas vraiment nos clients. On a, je pense, autour de nous des personnes qu'on estime être de bon goût et qui comprennent un peu les codes de l'écosystème startup et tech, à qui on demande l'avis régulièrement dès lors qu'on va être amené à faire une évolution sur la brand. Par exemple, là, on est en train de travailler avec un freelance qui s'appelle Sébastien Navizet sur une mise à jour de notre brand pour apporter. J'en dis pas plus, mais très hâte de vous montrer ça. Et on était parti sur une couleur avec plein d'explorations. On l'a montré à notre entourage. Ça va être des designers, des entrepreneurs, des mecs en finance, des gens complètement en dehors de ce métier-là. Et on a eu un retour sur la couleur qui était juste pas bon. Donc, on a décidé de passer à un autre choix. Donc, pour la brand, on a fait plutôt appel à notre entourage. Par contre, quand il s'agit des retours produits, là, on a un process qui est assez rodé pour pouvoir présenter les features à nos utilisateurs avant même qu'elles soient live. Okay. En gros, nous, on a de la chance, c'est qu'on a commencé Hyperline il y a 2 ans et que assez rapidement, on a eu nos premiers clients. Et avec ces clients-là, on a noué une relation très forte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut appeler ça des design partners. En tout cas, nous, c'est nos premiers clients qui sont en fait les bêta-testeurs de l'ensemble des fonctionnalités qui sont pertinentes pour eux. En fait, comment ça va se passer? Nous, on tient, on va dire, sur Linear. On a un board avec les requêtes de nos clients qu'on note vraiment très assidûment.
Et en fait, dès lors qu'on va commencer à tacler une nouvelle feature ou une amélioration sur une feature existante, on va regarder un petit peu qui sont les clients qui ont émis un besoin d'utiliser la fonctionnalité. Et on va les contacter pour leur faire une première partie de recherche un peu naïve, où en fait on leur demande pour cette fonctionnalité-là, pourquoi tu en as besoin, comment ça marche, comment tu fais aujourd'hui différemment, comment est-ce que tu aimerais que ça marche. Et on essaie d'avoir du feedback quali, donc ça va être un call de 15, 20, 30 minutes, et d'en récolter quelques-uns pour essayer de vérifier nos premières assumptions sur la manière dont on avait pensé la feature. Ok. Une fois qu'on aura pris ces retours-là, du coup, moi, ça va me donner beaucoup de billes pour pouvoir commencer à designer et commencer à faire des premières maquettes. Et quand c'est des features qui sont complexes ou qui vont vraiment changer une part de l'expérience utilisateur sur Hyperline, moi, je vais même présenter ces maquettes-là à nos utilisateurs une semaine, 2 semaines après avoir discuté avec eux. Je reprends un appel avec eux et je leur montre la feature, soit juste des screens, soit un prototype quand on a eu le temps de faire ça bien, pour leur demander ce qu'ils en pensent. Et des fois, on tape dans le mille, des fois, on tape complètement à côté. Et du coup, on a un petit peu un processus de back and forth où on va retravailler en fonction de leur retour, mais surtout en fonction de nos intuitions à nous. Parce que, en général, quand je montre ces maquettes aux clients, c'est que je les ai déjà montrées à des collaborateurs, que ce soit le CEO, le CTO, différents devs qui vont bosser sur la feature, ou même, par exemple, nos sales et notre head of sales, parce que Hyperline, un des utilisateurs principaux du produit, ça va être les sales qui vont faire leur devis, les envoyer et s'assurer que l'abonnement se passe correctement. Donc on peut faire tester ça à une multitude d'utilisateurs chez nous avant de le montrer à nos clients bêta-testeurs pour être sûr de ne pas taper trop à côté. Et donc une fois qu'on est convaincu qu'on a quelque chose qui marche bien, là on va partir dans le process de développement avec les devs. Et une fois que la feature a été correctement, on a fait la QA dessus, qu'on est capable de la release, on va d'abord la release sous feature flag à l'ensemble de nos bêta-testeurs avec qui on avait discuté initialement pour prendre leur premier retour et potentiellement faire des ajustements. En fait, avec le billing et ce qu'on fait sur Hyperline de manière générale, c'est des flows qui sont assez sensibles, où en fait, dès lors que tu vas émettre un document, que ce soit un devis ou une facture pour ton client final, la moindre incohérence ou le moindre souci, ça va être un problème capital parce que du coup, tu as envoyé une mauvaise info à ton client final. Ouais, bien sûr. Donc en fait, on veut s'assurer que ce qu'on va partager à l'ensemble des utilisateurs, c'est suffisamment clair pour qu'ils envoient la bonne info et que ça marche suffisamment bien comme attendu pour que tout le monde soit satisfait. Donc on a vraiment un process où en fait les clients, on les embarque dès lors qu'on commence à penser la feature jusqu'au moment où on va la sortir. Et une fois que ces clients-là nous ont dit que la feature était bien, que tout se passait bien, qu'ils nous ont remonté les potentielles améliorations ou bugs, là, on va la release à l'ensemble de nos utilisateurs en ayant un article de doc qui est bien clair et potentiellement des pop-up dans le produit pour t'expliquer ça c'est nouveau, voici comment ça marche. Si tu veux en savoir plus, va sur la doc. Ok. Donc on a ce process-là de recherche, mais en fait, on prend pas beaucoup de temps en amont de la réflexion de la feature à faire des enquêtes plus compliquées, tu vois, qui pourraient être quantitatives ou quoi. On n'a pas le temps de le faire parce qu'on a envie de sortir les features vite et de les mettre vite dans la main de nos utilisateurs. Ok, ouais. Donc on prend ces shortcuts-là qui sont de développer un truc rapidement, le mettre dans leurs mains et ensuite ajuster et le release pour tout le monde. Et vous déployez que sur un groupe d'utilisateurs ou sur tout le monde? En fait, d'abord, on va déployer sur le groupe Juste le d'utilisateurs groupe. qui nous a permis de concevoir la fonctionnalité. Ok. Et une fois que c'est bon, on va le déployer à l'ensemble des utilisateurs. Ça, ouais. Ok. Très bien. Voilà. Et souvent, en fait, comme Hyperline utilise aussi Hyperline pour facturer ses clients, en général, nos sales et nos utilisateurs à nous, ils ont les features, Ok. ils ont l'ensemble des features en avant-première pour pouvoir tout tester et s'assurer que ça correspond bien. Ok. C'est assez intéressant de faire du benchmark pour un outil comme le nôtre parce qu'il y a énormément de compétition, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont lancés dans le billing, soit 10-15 ans avant nous, soit en même temps que nous. Et en fait, je pense que c'est un peu moi, je considère ça comme une épée à double tranchant, le fait d'avoir des compétiteurs qui font plus ou moins les mêmes features que toi, dans l'idée, parce que tu peux assez vite aller t'inspirer de choses qui ne sont pas forcément l'expérience utilisateur optimale. Et nous, du coup, on essaye au maximum d'éviter d'aller voir ce que font les autres et plutôt d'aller observer et étudier les expériences utilisateurs que nous, on adore pour ensuite pouvoir en tirer le meilleur et le reproduire sur Hyperline. D'accord. Je sais que nous, un produit qu'on aime énormément, ça va être Revolut.
C'est assez simple, mais on considère que c'est bien fait, que les chiffres sont bien mis en avant, que tout est super clair. On adore aussi Atio, qui est un CRM ou Linear pour gérer les tickets. Et du coup, on s'inspire beaucoup de ces produits-là, qui sont pas du tout dans l'univers du billing, mais qui ont des principes design qui sont super intéressants. Ouais. C'est une très très bonne pratique ça, hein. Franchement, je le fais exactement tout le temps parce que c'est plus regarder en fait, c'est un peu ça, c'est plus regarder la théorie de manière générale et pas juste s'arrêter sur en effet l'application théorique dans la même industrie tout le temps qui est souvent la même. Ouais. Donc oui, c'est une très bonne approche. Tout à fait d'accord. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu cette configuration que vous avez? Je sais que c'est un vrai sujet, le rôle du product manager, le rôle du product management, du product management dans le développement produit. Il y a pas mal d'entreprises qui sont pro PM et avec toutes les méthodes en plus agiles qui vont bien avec un Scrum Master, avec machin. Puis il y a des boîtes qui font juste confiance à leur engineer ou même pas parfois de designer, tu vois, donc juste c'est les engineers qui gèrent eux-mêmes leur processus. Vous, comment vous avez un peu mis le juste milieu sur ce truc-là et comment vous avez un peu construit votre équipe et qui fait quoi? Ouais. Et s'il devait y avoir un PM, ce serait quoi votre vision s'il était nécessaire dans votre équipe? Yes. Nous, sur la vision du PM, on est assez extrême parce qu'on a estimé qu'à notre stade de boîte, surtout en termes de nombre de personnes qui sont présentes dans l'entreprise, c'était pas forcément le profil le plus pertinent pour une bonne raison. C'est qu'en fait, quand il y a un PM, on a tendance à repousser tout l'ownership sur ce PM. Et en fait, dès qu'il va y avoir un problème sur une fonctionnalité sur laquelle il a travaillé ou même connexe, ça va être à lui d'aller régler ce souci-là. Nous, on a pris l'approche inverse qui est qu'en fait, tout le monde est responsable à 100% du produit dans la team tech et produit. Ça a un seul inconvénient, c'est que du coup, il faut être capable de switcher de contexte assez régulièrement et de connaître vraiment très bien le produit, qui est assez vaste chez Hyperline vu l'ensemble des fonctionnalités qu'on propose. Mais par contre, ça a des points qui sont super positifs, comme déjà, chacun se sent vraiment responsable de l'entièreté du produit. Et en fait, dès qu'il y a un bug, on va pas le repasser à quelqu'un d'autre parce que c'est pas son problème. En fait, tous les problèmes sont les problèmes de tout le monde. Ouais. Donc tous les devs ont en tête le fait que c'est important de résoudre des problèmes rapidement, même si c'est pas toi qui a causé ce problème à l'origine. Tu peux aller discuter avec la personne qui l'a engendré. Par contre, c'est toi qui l'as trouvé et tu peux le fixer, tu le fixes. Là où il y a une petite nuance, c'est que peut-être qu'il y a une personne qui est plus pertinente pour le fixer parce qu'elle connaît extrêmement bien cet endroit-là. C'est elle qui va s'en occuper, mais sinon tout le monde est responsable de l'entièreté du produit. Okay. Et on a un deuxième point aussi qui est assez important, c'est qu'on n'a pas de personne au customer support non plus. En fait, le customer support, c'est, on va dire, une charge qu'on se répartit à tous également, avec des shifts de support client qu'on va faire tous les 2 jours. Comme ça, en fait, chacun est au courant de la manière dont les utilisateurs interagissent avec le produit et les différents problèmes qu'ils peuvent rencontrer, sur lesquels on peut apporter des solutions produits ou alors pour lesquels il y a des fonctionnalités à ajouter en plus. Et du coup, ça permet vraiment à tout le monde d'être super responsable de l'ensemble du périmètre produit. Et en fait, grâce à ça, tu vois, demain, si on a un développeur qui est en vacances ou même le CTO, en fait, tout le monde est capable de régler les sujets qui lui sont propres. Comme ça, on n'a pas de souci de lag. Et aujourd'hui, on a envie de développer une fonctionnalité sur une partie du produit. En fait, c'est pas grave si le développeur qui est en temps normal en charge de cette partie-là du produit est occupé à faire autre chose. On peut en mettre un autre qui sera tout aussi bon et tout aussi efficace dessus. Et du coup, le fait de ne pas avoir de PM, de responsabiliser tout le monde. Okay. Je trouve que c'est une très bonne chose. Ok. Au final, je trouve que le métier de customer support, il doit vraiment pas être réduit à juste en fait répondre à un chat intercom. Et en fait, il faut vachement intégrer la notion de customer support, customer care, on l'appelle comme on veut, dans les équipes produits. Parce qu'en fait, ceux qui connaissent parfois le mieux le produit, c'est les équipes customer support. Exactement. Elles connaissent tout par cœur. Et pour les équipes customer support, tu vois, on parlait de PM, pourrait même parfois être un PM en puissance, un mec au support. Parce qu'en fait, ils connaissent tout le produit, parce qu'ils doivent répondre toute la journée en fait, à toutes les demandes des clients. Et en plus de ça, ils connaissent tous les clients. Donc, ils connaissent tous leurs pains,
quotidien, Leur savent setup, leur potentiellement. setup, ils savent comment ils parlent, etc. Et donc, je trouve que c'est une ressource qui est hyper intéressante à avoir de toute façon quand tu arrives au juste niveau de maturité. Parce que cette personne-là, ça va être vraiment le pont entre les clients et les équipes internes. Et tu vois, qui va pouvoir prendre en plus tout le feedback de tout le monde. Yes. Et donc, c'est peut être en effet le rôle d'un PM, mais quand tu veux pas de PM, et bah du coup le rôle du customer support il a 10 fois plus de sens, tu vois, dans cette dynamique, de faire en sorte que tout le monde dans l'entreprise soit responsable d'un sujet, d'une verticale, ou peu importe comment on l'appelle. Tu vois, il y a des équipes qui sont, tu vois, en produit, il y a souvent des équipes qui sont spécialisées sur un microservice, un périmètre, une fonctionnalité. Il y a des équipes le front, le back, les apps mobiles, et l'autre ils font le desktop, etc. Et il y a des boîtes, je n'ai pas exactement leur schéma d'organisation, mais je sais que j'en avais déjà discuté avec un gars qui était Growth Product Manager ou un truc comme ça chez Murphy, qui est une boîte qui fait la réparation, si je dis pas de bêtises, tu vois, d'électroménager, etc. Et il m'avait expliqué à l'époque qu'ils avaient une structure d'entreprise qui était hyper intéressante. Je ne sais plus si c'est toujours le cas, mais peu importe. En tout cas, l'aspect théorique est intéressant. C'est que dans la boîte, en fait, ils avaient créé un espèce de concept de je sais plus quoi, de tribu ou de club, où en fait, tu as une fonction dans ce club, tu as des fonctions différentes, mais sur toute l'organisation. Et donc, eux, ils n'avaient pas d'équipe produit, justement. Ok. Et donc, le principe, c'était de se dire, tu as on va dire une tribu qui est responsable d'une verticale. Et dans cette tribu-là, pour le coup, il y a un mec du support, une personne, je sais pas, une personne du... 1, 2, 3, je recommence. Un mec du support, une personne de l'équipe engineering, une personne du sales, une personne designer, une personne, un réparateur qui va sur place réparer les frigos, tu vois. Et donc, tout ça forme une tribu. Et donc, je trouve ça hyper intéressant. Et donc, tout le monde est responsable, en fait, d'un périmètre ensuite de l'entreprise. C'est assez smart comme approche parce que c'est ce qu'on est aujourd'hui chez Hyperline, vu qu'on est encore 15, donc on est une seule et même tribu où notre responsabilité, c'est le produit Hyperline. Mais c'est vrai qu'on se posait beaucoup la question de comment réussir à perpétuer ça quand on grandit. Et ça peut être un truc vachement... une manière d'aborder le sujet vachement intéressante. Ouais, je suis assez convaincu. Et donc, tu vois, dans votre use case, ça serait peut-être, j'en sais rien, comme on parle de billing, ça se trouve, à un moment donné, peut-être que vous allez embaucher une personne qui fait de la comptabilité en interne ou un expert de la finance, tu vois. Peut-être que c'est déjà une compétence que vous avez, je sais pas, mais tu vois, vraiment un financier hyper fort. Et cette personne-là fera aussi partie, naturellement, de cette tribu étendue. Le sales, naturellement, tu vois, tu pourras l'intégrer. Le product designer, etc., etc. Et je trouve que c'est une approche qui est hyper intéressante. Donc après, il faut voir comment tu découpes ton produit. Est-ce que tu le découpes par persona? Et tu te dis, voilà, on sait qu'on a identifié plusieurs personas sur notre produit. Et donc, il y a une tribu qui est responsable d'un persona. Et donc, tu fais tout pour qu'ils atteignent cet objectif. Tu as une tribu qui peut être liée à un découpage par plutôt marché, segment de marché, ça peut aussi marcher. Tu peux avoir une tribu organisée plutôt par fonctionnalité. Donc, tu vois, il y a plusieurs façons d'adresser le découpage même d'une équipe produit aujourd'hui, mais là, tu vois, plus un truc plus large. Ouais. Le métier de founding designer, je pense qu'il n'existait pas il y a quelques années. Il existe avec l'avènement des startups, des boîtes qui lèvent des fonds et qui ont les moyens aussi de se dire, OK, dans les équipes core, on va se permettre aussi d'avoir des personnes qui sont pas forcément ni un sales ni un tech. Et comment tu vois un peu ton métier, toi, évoluer dans le futur ? Est-ce que tu vois des applications diverses et variées transformer ton métier ou l'améliorer, le rôle peut-être de l'IA, j'en sais rien. Bon, je fais un truc un peu large, mais c'est fait exprès. Ouais, yes. Effectivement, le métier de founding designer, c'est un truc qui n'était pas très commun il y a quelques années. Aujourd'hui, à Paris, je pense qu'on doit être une dizaine, une quinzaine. Il faudrait qu'on fasse un club ou un truc. Ouais, c'est hyper important, je pense. Ça s'appelle un peu des communautés de pratique. Ouais. Donc, je crois que c'est... Practice community, je sais pas comment dire, mais c'est exactement restons en français comme ça. Voilà. On reste dans le... Mais je veux dire, mais c'est vraiment un concept, je crois, qui était issu des États-Unis, c'est pour ça que je te dis ça. Et c'était un vrai truc qui est, je crois, né aussi dans les équipes, je crois, tech et produits, de créer de base des communautés de pratique sur une verticale. Et donc, du coup, les engineers, même dans les grands groupes, je crois que ça vient un peu de là, ce concept-là. C'est que, tu vois, je sais pas, t'es chez Spotify, il y a énormément d'engineers qui ont d'ailleurs des spécialisations différentes.
Et donc, il crée une communauté pratique sur le DevOps. Ouais. Et donc, en interne, ils partageaient leurs best practices. Et après, Yes. tu étends ça à plus le principe de communauté de manière générale. Je sais qu'il y a une communauté sur Paris qui s'appelle Early quelque chose pour Early les Builders, ouais. Early Builders. Peut-être en fait partie. Non, c'est Victoria, ma collègue, qui a Ok. créé ça avec Voilà. des amis et je Bon, connais bah, bien les événements. Mais je trouve que c'est hyper intéressant en effet de créer des communautés de pratiques. Donc, peu Yes. importe le sujet qu'il ait mis en commun. Ouais, yes, moi, je fais partie de quelques petits cercles de designers à droite à gauche. Mais c'est assez marrant parce que quand tu es founding designer, en fait, toi, tu as. Le plus difficile quand tu veux récupérer du feedback d'autres designers, c'est de leur faire comprendre le contexte. Et en fait, je pense que ce qui serait limite plus pertinent qu'une communauté de founding designers serait plutôt une communauté de designers dans la fintech. Parce qu'en fait, Ok. tu vois, moi, je sais qu'un de mes meilleurs copains qui s'appelle Aurélien, qui est lui aussi founding designer chez Primo, lui, il a des sujets qui sont complètement différents des miens. Et ok, on se retrouve sur nos envies d'avoir des interfaces qui sont bien faites. Par contre, lui, il fait du MDM, moi, je fais du billing. Il y a très peu de choses qui se croisent là-dedans. Et du coup, quand on parle de concevoir des expériences, c'est assez compliqué. Par contre, sur les touches de finition, là, on peut discuter et là, on peut se faire du très bon feedback. Ok. Ouais, peut-être, je pense que les communautés autour de domaine d'expertise d'un point de vue métier, je pense que là, ça aurait vachement du sens, surtout en produit et en design, où Carrément, ouais. un bon pattern pour identifier une transaction, je pense qu'il marche aussi bien dans une banque que dans un outil de facturation, que dans le Web3 ou la crypto, par exemple. Ouais, carrément. Yes. Et juste, tu Ouais. disais un terme, toi, tu es dans le billing et lui, il est dans le MB. Le MDM. MDM, c'est quoi ça? Ouais, c'est le management de ta flotte Oui. électronique d'ordinateurs. En gros, c'est pouvoir. Mobile Device Management, un truc comme ça. Exactement, voilà. De pouvoir installer les bons logiciels dès lors que tu reçois ton ordinateur. Ok, ouais, je vois très bien. Tout qui est protégé, la bonne gestion des licences. Ok. Voilà, c'était un petit aparté. Très bien. Et, ouais. Et du coup, sur l'aspect comment mon métier est amené à évoluer, c'est une super bonne question. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un métier qui est tellement polyvalent qu'en fait, déjà, d'un point de vue plus micro, mon évolution au sein de la boîte, ça reste encore assez. Les possibilités sont encore assez larges. Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses que je pourrais faire. C'est déjà, je pourrais continuer d'avoir un rôle qui est assez transverse comme celui que j'ai aujourd'hui. Je pourrais aussi m'orienter vers un rôle qui est plus product. Et Plus donc, spécialisé sur un seul truc. voilà, spécialisé sur une seule partie du produit ou alors l'ensemble de la partie de gestion de produit, prendre une casquette plus PM, ou alors aller plus loin dans le craft et continuer à être product designer, mais on va dire devenir expert product designer dans les sujets. Pourquoi pas aller prendre aussi une partie plus brand marketing. Enfin, les possibilités sont Ok. assez larges. Et je pense que c'est un peu ce qui définit ce métier de manière générale, c'est qu'en fait, tes journées, elles sont tous les jours différentes, tu traites de plein de sujets différents. Et donc, du coup, tu as un profil qui est super polyvalent avec une expertise qui est celle qui nous caractérise, qui est celle en product design, mais avec d'autres adjacences aussi que tu fais progresser au fur et à mesure. Parce qu'en fait, tu n'as juste pas le choix. Enfin, s'il n'y a personne pour faire de la brand, il faut quand même que brand se fasse. Et donc, du coup, tu dois monter en compétence dessus. Donc, je pense que ça reste un métier qui est assez large. Mais par contre, sur l'évolution du métier du product designer, moi, c'est un sujet qui m'a fait pas mal cogiter. Et c'est pas forcément dans l'évolution du métier en elle-même, mais plutôt dans l'évolution des interfaces utilisateurs. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui bossent dans des métiers de bureautique, je sais pas si ça se dit des métiers de bureau, enfin en tout cas qui travaillent avec des ordinateurs, tout le monde a adopté les chats et commence à adopter les agents IA. Et en fait, on a vu une discussion super intéressante avec Lucas sur, en fait, aujourd'hui, c'est nous qui interagissons avec les logiciels. Demain, c'est les agents IA qui vont interagir avec les logiciels à notre place. Et en fait, après-demain, techniquement, ce sera un agent IA qui interagira avec un autre agent IA par un biais qui sera, je pense, de la communication directe, et chacun prendra ses décisions éclairées en fonction des informations apportées pour l'autre. Et du coup, ça me laisse un petit peu penseur sur à quoi vont ressembler les interfaces utilisateurs de demain. Est-ce que même il va rester des interfaces utilisateurs? Est-ce que ce ne sera pas juste en fait des bases de données qui interagissent entre elles avec des agents qui font tout le taf à notre place? Et ça me fait vachement réfléchir sur en fait l'avenir de ce métier-là de concepteur d'interface graphique en fait. Tu vois, si tu prends l'exemple par exemple
acheter des actions en bourse. En fait, aujourd'hui, tu peux déjà avoir des bots qui achètent les actions en bourse pour toi que tu peux soit faire automatiquement, soit juste valider. Demain, en fait, tu pourras juste le paramétrer depuis l'interface où tu échanges avec cet agent-là pour qu'il aille acheter et avoir absolument aucune interaction avec la plateforme sur laquelle il va acheter. Et en fait, demain, peut-être que sa plateforme, elle a même plus de sens d'exister parce que l'agent que toi, tu as créé va directement aller acheter les actions auprès d'un exchange global ou auprès d'une entreprise, tu vois. Okay. Et du coup, c'est assez intéressant de se dire, en tant que product designer, qu'est-ce que ça va être l'expérience de demain où nous, en tant qu'être humain, on interagit avec la machine. Tu vois, à quel endroit on interagit avec elle? Est-ce qu'on interagit avec elle tout court? Est-ce que ça reste du coup une... Enfin, c'est beaucoup de questions là que je te pose. J'ai pas d'avis définitif, mais c'est plutôt des grands thèmes qui sont, moi, que je trouve assez intéressants. Et, Okay. je sais pas, toi, si tu as un point de vue par rapport à ça, si quand tu conçois des interfaces, tu penses à ça, vu que tu dois travailler, j'imagine, avec plein de sujets qui sont très vastes avec tous tes clients. Bah, nous, déjà, on est plutôt en moyenne quand même sur des websites, plus que du product, même si ça nous arrive de faire du product design. Mais c'est moins l'ADN de l'agence. Il y a une vraie question, tu vois, sur plutôt l'évolution des websites avec l'intelligence artificielle, la place qu'occupe un website de manière générale dans ta stratégie d'entreprise. Assez convaincu que ça reste ton asset numéro 1, mais c'est juste qu'il doit évoluer. Et donc, où en fait, aujourd'hui, tu as souvent un site internet qui peut se retrouver, on travaille avec des clients, c'est normal, qui arrivent avec des sites qui ont des milliers de pages, qui ont été créés pour les besoins du SEO pour Google, des pages qui sont en perdition, qui n'ont plus du tout de trafic, mais qui existent déjà. Tu as du mal à les supprimer, etc. Des navigations qui font avec 60 000 mégamenus à l'intérieur, et donc tu perds aussi je vois très bien, là, tu vois l'essence, et donc tu te poses la question, en fait, je pense que ça nécessite aussi de se poser la question de quelle est vraiment l'information qui est pertinente pour mon site et comment je dois construire mon site pour qu'il ait vraiment du sens par rapport à l'expérience de recherche qu'ont ma cible, mon persona ou mon visiteur. Et je trouve trop souvent, les sites internet, ils ont tendance à être créés pour les besoins de la boîte, pour les besoins de présenter un produit, d'une fonctionnalité ou quelque chose. Et trop peu, on oublie de se remettre en question et on oublie de se dire, OK, mais comment la personne, elle va arriver sur mon site? Et les gens n'arrivent pas que sur la page d'accueil. Et les gens arrivent sur plein d'autres pages. Parce qu'en fait, c'est voulu à travers les canaux d'acquisition que tu auras développés, etc. Tout comme, tu vois, on en parlait ce matin avec Clément, le Head of Brand de Penny Lane. Bah, c'était exactement ça. C'est qu'en fait, sur le site de Amazon, tu arrives sur le site de Amazon, tu n'arrives jamais sur la page d'accueil d'Amazon. Sauf si toi, tu fais la démarche. Ouais, tu tapes l'URL toi-même pour aller sur Amazon. Exactement. Et donc, ça veut dire que l'UX que tu attends sur la page d'accueil d'Amazon, elle est pensée pour cette démarche-là. Tu vois, cette démarche de les gens qui veulent aller sur Amazon. Alors que sinon, le 3/4 du temps, tu peux aussi juste taper le nom d'un produit sur Google et tu vas arriver sur la page produit directement. Ouais. Et donc, l'expérience que tu vas offrir sur ton site, elle est complètement différente. Et donc, pour revenir un peu à ce truc de, tu vois, quand tu me reposes la question de un peu l'évolution des interfaces, ça va être vachement lié aussi à l'évolution des façons dont les gens ont de consommer l'information et de trouver l'information. Et donc, l'évolution des moteurs de recherche, l'impact l'usage que voudra faire Google de Gemini sur la façon de, tu vois, expérimenter sa recherche aujourd'hui. L'usage, tu vois, peut-être de ChatGPT aujourd'hui, à quel point c'est important de se positionner en SEO, mais du coup sur du Search Engine AI. Tu vois, quand tu tapes demain meilleures agences de design à Paris, est-ce qu'on va tomber sur Climb? Oui ou non? Comment ça se passe? Tu vois, comment on va se faire à cette sélection? C'est quelque chose auquel tu as déjà réfléchi? C'est quelque chose on réfléchit beaucoup parce qu'on a des clients qui aujourd'hui, par la force des choses, se sont fait référencer dans ces moteurs de recherche IA. Et donc, quand ils tombent, il y a des clients, ils les ont au téléphone et puis on leur dit « Ouais, on a tapé sur ChatGPT meilleur X et en fait, on vous a trouvé. » Et donc, incroyable, tu vois. Mais du coup, tu te poses la question de comment ces algorithmes ils vont faire ces choix arbitraires. Comment on peut essayer de driver les algorithmes vers la bonne direction? Est-ce qu'il faut adapter complètement les sites vis-à-vis de ces nouveaux usages de recherche et de consommation de manière générale? Donc, tu vois, c'est plus à tout ça qu'on réfléchit. Il y a pas mal d'outils qui se développent là-dessus pour essayer d'un peu d'être les SEMrush, Ahrefs de l'IA, des outils de Search Engine, notamment qui s'appelle Otterly.
Et donc voilà, c'est assez intéressant, tu vois, à explorer. Ouais, je trouve, parce qu'en fait, au-delà de. Enfin, avant, quand tu avais les pratiques SEO de Google, enfin, les pratiques SEO pour Google, c'était assez clair. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que tu dois prendre en compte un facteur externe qui est comment OpenAI vont interpréter la donnée qu'il y a sur ton site pour savoir si c'est la plus pertinente pour la requête de leur utilisateur à eux. Exactement. Et ouais, c'est super intéressant. Je me posais vachement la question. C'est un truc que je me suis posé la question l'autre jour parce que un de nos clients qui s'appelle Loki, ils ont eu leur première vente via un moteur de recherche. Je crois que c'était sur ChatGPT ou Mistral, je sais plus Ok. lequel d'entre eux. Mais ouais, c'était. Et du coup, ils ont dit, mais ça amène tellement de questions, quoi. Comment le mec s'en est retrouvé à là? Est-ce que ChatGPT va bien présenter Loki comme nous, on a envie qu'il le présente? Est-ce qu'il va prendre des raccourcis en n'expliquant pas tout ce qu'on fait? Est-ce que les mots qu'on a utilisés, ils sont bien compréhensibles par le moteur? C'est super intéressant parce que Ouais, du coup, c'est tu hyper as intéressant. un peu un facteur X que tu connais pas et que c'est super dur à tester en vrai, parce que si tu testes ChatGPT 1001 fois, au bout d'un moment, si tu veux qu'il aille sur ton site, il finira par aller sur ton site parce que Bien sûr. tu lui demandes. Ouais, Et en c'est fait, vachement et intéressant. ça, en plus, c'est la partie, encore une fois, recherche. La personne a recherché quelque chose, elle a eu une information. Donc, en effet, il faut voir comment, techniquement, tu adaptes ton site pour s'assurer que tu tombes sur cette information et que ça soit toi qui soit poussé. Mais après, en tout cas, sur les moteurs de recherche IA, et c'est même le cas de Google aujourd'hui, l'étape d'après, c'est toujours d'arriver sur le site. Donc, tu vois, le site existera toujours. Mais ça veut dire que l'information qu'il y aura sur le site devra être complètement différente. Et donc, tu vois, Ouais. on revient sur ce truc d'interface. Mm. Peu importe l'interface en question, que ce soit un website ou même, je pense, une application, un product, Ouais. bah, en fait, c'est un peu ce truc-là. C'est que du coup, si l'IA t'a permis d'arriver sur quelque chose, donc ton interface, elle doit être complètement repensée en termes d'information et de Ouais. structure. Parce que, en fait, l'expérience en amont était complètement différente. Tu vois. Ouais. Là où je voulais en venir aussi dans le petit monologue que j'ai eu il y a 5 minutes, c'était en fait, tu vois, aujourd'hui, tu demandes à ChatGPT l'info et ensuite tu vas le compléter. Demain, avec les agents, c'est eux qui vont aller compléter les infos pour toi. Mhm. Et je pense vraiment que d'ici la fin de l'année ou l'année suivante, ce sera de plus en plus fréquent de demander à ChatGPT d'aller réserver pour toi. Si on reprend l'exemple de Loki, ton vélo à l'île de Ré pendant les ponts de mai, est-ce que du coup, c'est des choses auxquelles tu réfléchis quand toi, tu construis tes sites aussi, de dire, bah, si c'est plus un humain qui va faire l'action, mais c'est un agent, comment est-ce que je permets de lui faciliter la tâche, d'assurer qu'il n'y aura pas d'erreur, etc. Pas encore, mais je pense que ça fait partie des questionnements et qu'il faut qu'on se pose clairement, de manière générale. En tout cas, je pense qu'il faut anticiper les usages et les habitudes de consommation de l'information ou de recherche Mm. que les personnes auront dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Ouais. Et c'est un peu le truc général, même en business, tu vois. J'écoutais un podcast la dernière fois, je sais plus qui c'était, et il disait que, bah, en fait, si aujourd'hui tu commences à répliquer ce que font un peu ta concurrence, etc., bah, ils sont déjà en train de le faire. Donc, en fait, tu as déjà perdu la partie un petit Ouais. peu, tu vois. Donc, en fait, réfléchis plutôt à ça va être quoi l'habitude dans 5 ans des gens. Mm. Qu'est-ce que ça va être le nouveau produit dans 5 ans? Quelle va être la nouvelle industrie, la nouvelle catégorie à adresser, etc. Et du coup, travaille maintenant pour que dans 5 ans, ça devienne en fait ton produit du jour le jour, quoi. Ouais. Donc, je trouve que c'est plutôt à ça qu'il faut réfléchir, tu vois, à se poser, à essayer de se remettre en question un peu perpétuellement vis-à-vis de soit de son job, soit de la façon dont on le fait pour, tu vois, anticiper au mieux. Ouais, plus une approche avant-gardiste qu'une Mm. approche duplicative ou. Exactement. Ouais, je suis assez Même d'accord si avec toi. c'est l'essence du designer, hein, Ouais. on est les premiers voleurs. C'est qu'en fait, Je suis on est des d'accord avec voleurs ça. professionnels. Tu vois, On vole bien. on vole bien, c'est juste qu'on vole mieux que les autres. Donc ça se voit moins. Mais c'est un peu ça, c'est que tu vois, les composants ils existent déjà. Tu vois sur un truc sur un site, tu dis bon, ouais, je vais faire un peu la même chose. Mais c'est juste qu'on l'adapte tellement par rapport au contexte et à la brand que du coup, bah, tu te dis jamais, oui, j'ai récupéré ça de tel truc. Même quand parfois je me fais des trucs et je dis, bah, c'était ça mon inspiration, les gens ils disent, bon, ok, tu vois. Et les gens ils voient pas, il y a des gens ils voient naturellement parce que c'est leur métier. Ouais. Si demain il y a une personne qui a envie d'avoir le même job que toi, atteindre un peu le même type d'entreprise, tu vois, c'est quand même un truc valorisant, une entreprise qui a une belle marque, vous l'avez construit, Ouais. vous y avez participé, vous avez fait une nouvelle levée de fonds, tu vois, assez importante là récemment, série
Ouais, c'est ça? Seed extension. Seed extension, ok. Wow, Encore une histoire de VC, mais oui. Je ne connais pas encore tous les spécificités. Ouais, une belle levée. Mais une belle levée. Et je pense que ça peut faire rêver plein de gens de se dire, ouais, j'aimerais trop avoir ce type de job un jour, etc. Mais, donc, par où prendre comment, en gros, un peu se lancer dans ton métier pour arriver, en tout cas, à avoir ce type de métier? Ouais. Je pense que quand tu es product designer aujourd'hui et que tu es assez frustré de ne pas avoir assez de, on va dire, de force de proposition et d'impact autour de toi, bah, c'est un bon premier signal qu'il faut que tu fasses quelque chose qui t'en apporte le plus. Je pense que le premier réflexe, ça peut être d'aller dans une boîte qui est un peu plus early stage, et pourquoi pas une boîte où il n'y a pas encore de designer, parce que c'est dans ces moments-là où en fait tu vas pouvoir tout construire. Et moi je sais que j'aime beaucoup, comme je te disais au tout début du podcast, avoir la sensation d'avoir une idée et de la concrétiser directement. Et je pense que dans une boîte qui est assez early comme Hyperline, le matin on peut avoir une idée sur en fait ce composant-là il pourrait être beaucoup mieux fait, et le soir c'est en production sans souci. Je pense que c'est si tu as des envies comme ça du coup de toucher à tout. Et je pense qu'au-delà de ça, de la curiosité générale, parce que c'est un métier dans lequel tu vas devoir être amené à comprendre plein de trucs, faire plein de trucs que tu ne savais pas forcément faire avant. Tu vois, c'est assez marrant, mais la veille de sortir notre premier site internet, on se rend compte qu'on a oublié les mentions légales. Et du coup, c'était moi le soir à 22h qui suis allé sur Legal Start, qui ai téléchargé le template, qui ai fait toutes mes recherches pour savoir comment être sûr que les mentions légales allaient être bien correctes. Et c'est juste, et avant de pouvoir les ressortir pour pas avoir de soucis. Et ouais, c'est ça, c'est de la curiosité et être prêt à toucher à plein de trucs différents. Je pense qu'il y a un autre conseil aussi, c'est que moi je donnerais en tout cas, c'est qu'il faut vraiment être agnostique du domaine que tu vas choisir, ou du domaine de l'entreprise, du secteur. Moi, par exemple, j'avais pas forcément de forte appétence pour la facturation, pour la comptabilité ou pour la finance de manière générale. Je pense qu'il faut juste être quelqu'un qui est assez curieux et qui va pousser la recherche assez loin. Tu vois, le mot digger, je le trouve assez cool. C'est quelque chose que moi, je ressens beaucoup dans ma personnalité. Et ouais, moi, j'ai envie de comprendre comment ça marche et je vais me donner tous les moyens de le faire pour. Je vais aller lire des bouquins de comptabilité. J'ai un thread avec ChatGPT où je lui pose des questions de compta et je lui ai dit parle-moi comme si j'étais un expert comptable, et je lui pose des questions super pointues pour être sûr que les fonctionnalités sur lesquelles je travaille en ce moment, elles sont bonnes. Donc ouais, être à la fois polyvalent, digger, curieux et avoir envie de faire plein de trucs. Je pense que ça, c'est les bons marqueurs. Et après, un conseil peut-être pour avoir un poste de founding designer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un métier qui est encore assez confidentiel, entre guillemets. C'est pas vraiment des offres qu'on peut retrouver sur Welcome to the Jungle ou sur LinkedIn. Donc, je pense que c'est plutôt, il faut envoyer des messages à droite à gauche, voir des entrepreneurs qui sont en train de monter leur boîte et les contacter proactivement pour récupérer ce style d'opportunité-là. Et je pense que, comme je disais au début, founding designer, c'est juste un titre. Et premier product designer, c'est globalement la même chose. Ok, ouais, je vois tout à fait. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de faire ce podcast avec moi. C'était hyper intéressant. Je pense qu'on a appris pas mal de choses. On a parlé vraiment de beaucoup de sujets différents. T'es un peu la genèse de comment t'en es arrivé à kiffer ce que tu fais de manière générale sur ton début de carrière. On a parlé évidemment de ton cœur, de le début un peu de tes premières activités pro, comment ça s'est transformé dans tes expériences pro, tes premiers CDI, tes formations que tu as faites. Donc ça, c'était hyper intéressant. On a fait une grosse partie naturellement sur ton activité actuelle de founding designer. Plein de tips, je pense, dans tous les sens, qui sont très utiles. On a parlé vraiment de ton métier au jour le jour, je pense, comment tu l'appliques avec les équipes et tout, les différents challenges, si je dis pas de bêtises aussi, que vous pouvez avoir sur la partie product, la partie brand, comment vous avez incarné tout ça avec Hyperline. Donc, c'était hyper intéressant. Et puis là, sur la fin, on a parlé un petit peu aussi en plus des évolutions. Donc, vraiment hyper, je pense, enrichissant pour les personnes qui vont écouter ce podcast. Donc, merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice. Avec plaisir, merci pour l'accueil.